et je perds un banal 2 as de roi en bataille de blinde et c'était la main de trop et je me rappelle, je ferme tout. J'ai jamais pété de souris ou de truc, je ferme tout et vraiment littéralement je pleure. Je suis en mode comment je vais faire pour regagner à ce jeu quoi. Et salut à tous, c'est Chichi et Lolo pour l'interview PMS. Non, c'est pas tout à fait la même intro à laquelle tu es habitué. Alors, tu connais très très bien la personne qui est invitée aujourd'hui, que j'aime beaucoup, que j'ai vu à deux, trois reprises. On a dansé ensemble et je C'est peux te vrai. dire que on a bien dansé ensemble, c'était bien cool. Et c'est là où justement tu m'as parlé un petit peu de ta vie et je me suis dit, waouh, il faut absolument que les gens connaissent un peu tout ça parce qu'il y a tellement d'inspiration dans tout ce que tu as vécu et comment tu as su le transformer et tout ça que je trouve que ça serait un magnifique message. Donc, ben voilà, bienvenue à toi, Chichi. Bah, merci Lolo, effectivement, on avait dansé ensemble pour ton anniversaire. On n'était pas dans le même état, c'était pas la même heure, mais C'était c'était pas très tout à cool. fait la même heure, mais c'était bien cool en tout cas. Alors, on te connaît en tant qu'animateur, en tant que créateur de contenu pour Kill Tilt notamment, en tant que joueur. On te connaît peut-être pas aussi avec ta carrière d'avant. Je sais pas si tu en parles beaucoup, toi, dans le CP ou sur Kill Tilt. Non, enfin, c'est-à-dire ma vie un peu avant le poker, tu veux dire, tout ça? Ouais, ouais. Non, j'en ai pas trop parlé. J'en ai parlé la première fois, je crois que c'était il y a 1 an et demi maintenant, où Peanut m'avait fait un peu une interview. Et il y avait deux, trois trucs, voilà, j'en avais parlé brièvement. C'est vrai que bah, j'ai plus l'habitude de parler, de faire parler les autres. Via Club Poker Radio notamment, que de parler foncièrement de moi. Et c'est vrai que généralement, quand je parle beaucoup de moi, je parle beaucoup de tout ce qui est lié au monde du poker et à tout ça. Et après, oui, avant le poker, déjà, moi, j'ai connu le poker assez tard par rapport à certains maintenant, tu vois. Moi, j'ai connu le poker, quel âge j'avais? J'avais 23 ans, quelque chose comme ça, tu vois. Bon, c'est pas si vieux que ça au final, mais tu vois, il y en a plein qui jouaient gamin ou qui ont joué à 17, 18. Moi, j'avais jamais joué au poker avant cet âge-là, quoi. Donc c'est vraiment arrivé tard. Typiquement, là, la génération Patrick Bruel. Donc, Patrick, je t'embrasse. Mais moi, j'ai Ouais. vraiment commencé avec Patrick, ouais, clairement. Que tu as dû rencontrer à plusieurs reprises au CP. Je l'ai rencontré deux, trois fois, ouais. On l'avait reçu une fois à la radio. Enfin, à l'époque, j'étais pas animateur. Donc, quand il était venu la toute première fois, j'étais dans le public. Après, on l'avait eu, je crois, une fois à Dublin, si je dis pas de bêtises. Et après, ouais, je l'ai croisé un petit peu comme ça. Et après, nous, enfin, ça a toujours été une relation, si on peut dire relation, qui a été dans les médias et professionnelle. J'ai jamais été à une soirée ou quoi avec Patrick. Je l'ai surtout vu beaucoup sur Canal+ que devant moi, quoi. Tiens, mais Clairement. puisqu'on parle un peu de tout ça, je ne sais pas si on pourrait dire un invité, mais quels sont les invités que tu as eus avec Coco, qui en fait une bise bien évidemment, qui t'ont le plus marqué ou inspiré? Je pense qu'il y en a eu plein, et c'est vrai que quand on me dit ça, il y en a souvent qui reviennent en tête, et je pense qu'il y en a, j'ai oublié, et Hmm. elles m'ont forcément marqué. Il y en a deux qu'on dit souvent, et je sais que Nico, c'est pareil. Ça a été Joao Vieira, la toute première fois, quand je le connaissais pas du tout, et on l'avait interviewé pareil dans une chambre à Dublin. Et c'était trop cool, quoi, parce que je trouve que c'est la première fois où je vois un mec autant mettre un parallèle entre la carrière d'un grand sportif pro et le poker. Et je l'ai vraiment. Enfin, j'avais pris une claque en me disant, ok, lui, il traite vraiment ça comme une carrière de sportif. Donc j'avais trouvé ça super. J'avais Qu'est-ce que tu as vu par adoré. exemple qu'il faisait de différent que les autres? Bah, déjà, lui, pour vraiment faire le parallèle avec le sport, c'est le premier qui disait, enfin, qui nous a dit, voilà, moi, j'ai ma pré-saison, tu vois, où je m'échauffe, etc. Et il construit, par exemple, tous ses tournois live en se disant, ok, bah là, ces tournois-là, c'est un peu mon pré-saison, c'est pour me chauffer, etc. Ensuite, tu as le milieu de saison où tu dois être un peu en vitesse de croisière. Et après, bah, tu as, on va dire, les playoffs, et c'est les WSOP où il doit arriver au taquet, en pleine forme, physiquement, mentalement, etc. Donc il y avait un peu tout ce parallèle. Alors lui, il a beaucoup plus développé que ce que je te dis là. Il y a eu ça. Après, il y a un autre invité qui m'a marqué, en plus, que j'adore et qui m'a marqué pour d'autres raisons. C'est Jean-François Riel, c'est le PDG de Voyageurs du Monde. Et lui, c'est un grand entrepreneur. Donc voilà, c'est un amateur de poker passionné, vraiment. Et lui, ça a été pour l'approche, en fin de compte, entrepreneuriale et tous les à côté, quoi. Parce que j'adore les entrepreneurs, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. J'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs ou de bio, de trucs comme ça. Et ouais, cette mentalité, ce truc, en plus, bah, il est PDG d'une agence de voyage. Franchement, il a des anecdotes incroyables sur les tonnes de pays. Et c'est un mec super, super cool. Donc vraiment, j'ai adoré. Après, ouais, en fait, c'est les deux qui, je pense, qui reviennent le plus. Mais il y en a que j'ai adoré. Enfin, je me rappelle, il y en a une qui était
qui est un peu sentimentale parce que c'était toute mon enfance. Mais quand on a reçu Cool Chain, ah, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Et en plus, ça a été exceptionnel pour les à côté parce que en gros, Bruno, il vient et il nous dit, bon les gars, par contre, j'ai qu'une heure. Dans une heure, je dois bouger, j'ai des trucs à faire. Ok, pas de problème. On cale l'émission, on boucle en une heure. À la fin, on lui dit, bon, allez, on se prend un petit shot avant que tu partes. Donc on va dans la cuisine. Tu connais. Et là, dans la cuisine, on a parlé pendant 3 heures et il est pas parti, quoi. Et genre, à 1 heure du matin, il nous dit, bon, les gars, on reprend l'émission. Et on reprend à 1 heure du matin. Ben, ça, c'était assez ouf. Donc, ouais, ces 3 émissions-là m'ont beaucoup marqué. Et après, en vrai, il y en a plein. Enfin, tu vois, dernièrement, si je pense à la saison dernière, on a fait, dernièrement, on a fait Doug Polk. Enfin, c'était incroyable, quoi. Pour moi, Doug Polk, c'était un des mecs que je voulais trop recevoir parce que je me suis beaucoup inspiré de lui parce qu'en fin de compte, il est un peu comme moi, il a plusieurs casquettes. Il a été joueur de poker, alors à beaucoup plus haut niveau, hein. Lui, il accroche clairement les high stakes, il était très très fort. Il est passé en MTT, il a été efficace. Très bon créateur de contenu. Il est entrepreneur aussi. Bah, il a monté le Lodge, donc sa salle de poker. Il a d'autres business, etc. Donc moi, j'aime les gens qui jonglent avec plusieurs casquettes. J'aime pas ce truc qu'on a, tu vois, et qui est un peu français, de se dire, ok, on fait ça et tu restes dans ta branche, tu dois pas aller nulle part. Moi, au contraire, moi, je kiffe les gens qui vont aller dans plein d'endroits. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément tout réussir. Mais au moins, ils se privent pas, ils se mettent pas de barrière. Bah voilà, j'ai envie de faire ça. Je sais pas, les acteurs qui font un CD de chansons, peut-être j'aime pas, mais vas-y, s'ils ont envie de faire leur kiff, pourquoi ils le feraient pas, quoi. Moi, je kiffe ça, donc j'ai toujours été comme ça, à avoir toujours plusieurs choses autour. Pas non plus 1 million. Enfin, tu vois, généralement, quand j'ai une passion, elle reste vraiment longtemps. Enfin, moi, mon meilleur pote, il change de passion tous les 6 mois. Moi, j'ai des trucs que j'ai depuis toujours et je les garde, donc j'en ai pas 15 000, mais elles sont quand même assez présentes dans ma vie. Et voilà, niveau taf, c'est un peu pareil, donc ouais, multicasquette. Donc Doug, ouais, ça a été très cool dernièrement, quoi. On pourrait dire que tu es aussi multicasquette, toi. Donc, comment Ouais. tu te définirais aujourd'hui? Bah, je pense qu'en premier lieu, généralement, quand je rencontre des gens, c'est joueur de poker qui vient tout de suite. Parce que si je dis créateur de contenu, en fait, c'est vague maintenant et ils n'auront aucune idée. Donc, en fait, je vais dire joueur de poker parce que ça place tout de suite le milieu dans lequel je suis. Donc, c'est ça. Et puis, ça reste, mine de rien, maintenant, enfin, toujours une bonne partie de mes revenus. Et après, par contre, je vais dire, voilà, je suis dans le milieu, je suis créateur de contenu, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, je l'ai pas tout seul, mais quand je parle de ça, au début, je le place un Avec peu comme ça. Simon, Kill Tilt et Avec toute Simon, l'équipe? ouais, Simon qui a fondé Kill Tilt. Moi, je suis arrivé quasiment le numéro 2 juste derrière. Et après, maintenant, l'équipe a grossi avec Flavien, Sylvain. Il y a PA aussi qui fait les expressos. David, community manager. On a Célia. Enfin, on a une bonne équipe pour le coup. C'est très cool. Et évidemment, Club Poker avec Comanche et Lolo qui nous fait toujours confiance. Donc, ouais, il y a pas mal de choses autour. Là, en plus, l'année dernière, enfin là, ça fait ouais, quasiment. L'année dernière, j'ai un peu relancé mon contenu perso, ma chaîne perso, où je poste voilà, des vlogs, du contenu un peu différent que je pourrais pas poster sur Kill Tilt en fin de compte. Parce que vu que maintenant Kill Tilt c'est très rodé et il y a un vrai planning de vidéos, il y a tout ça, donc c'est assez structuré. C'était pas comme un peu au début, où au début, bah, tu vois, on balançait plein de vidéos, il y en avait des tonnes, et des fois je testais un petit truc, etc. Je m'en foutais un peu que ça marche pas. Maintenant, on teste toujours des trucs, mais c'est quand même beaucoup plus structuré parce qu'on peut moins se permettre, entre guillemets, de faire un bid en soi. Parce que bah, il y a une boîte qui tourne derrière, il y a des gens à payer, donc c'est différent. Maintenant, je conserve toujours une grosse partie libre dans ma création. Ça, c'est important et c'est ce que j'ai toujours dit à Simon. J'ai besoin d'avoir quand même pas mal de liberté. J'aime pas être trop cadré. Moi, je sais que l'emploi, tu vois, dans un bureau avec des boss au-dessus, je deviendrais fou. Donc, j'ai pas envie de me l'imposer non plus dans mon milieu passion. Donc ouais, ça, c'est important. Et puis après, il y a aussi cette casquette d'entrepreneur en étant en France, quoi, parce que moi, je suis toujours en France. Donc, j'ai des sociétés et ça prend beaucoup de temps. Ça, j'aime pas. Mais même si tu as une comptable, un avocat fiscaliste, etc., tu as quand même besoin de faire un peu de paperasse, tu as quand même besoin de faire un peu tout ça. Et moi, je déteste ça, mais bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde comme ça, en vérité. Mais ça prend du temps aussi. Donc, ça, par contre, j'essaie de me bloquer les créneaux dans le mois pour me dire, OK, tel jour, tel truc, tu fais ça. Donc voilà. Et pour finir là-dessus, j'arrive au bout de mon contrôle fiscal. Enfin, ouais, c'est bon. Top, top. Mes félicitations, monsieur. Ouais, mais j'ai pas commencé à payer encore, par contre. Mais j'arrive au bout. On va parler de ta vie avant, du coup, tout Ouais, ça. Aujourd'hui, on voit que ok. c'est riche, etc. Mais avant, c'était aussi très, très riche. Alors, je sais pas
vas-y, raconte-nous à partir, je sais pas, peut-être de tes 10 ans, 15 ans, en fait, Ouais, qu'est-ce qui s'est alors bah, passé? c'était riche, alors financièrement non, mais maintenant je n'ai pas du tout été pauvre, tu vois, pour le coup, dans ma famille. Alors moi j'ai eu que ma mère, et après j'ai eu mon beau-père derrière, qui est arrivé plus tard, mais que je considère comme mon père. Quand tu dis que tu as eu que Et ta maman, c'est que ton papa est décédé je connais pas mon quand... père, Ah, je tu connais connais pas pas mon ton père. papa, Ouais, d'accord, je ok. connais pas mon père. Et donc c'est pour ça qu'après, quand j'ai eu mon beau-père, je l'ai considéré comme mon père. Alors j'ai toujours eu du mal à l'appeler papa, c'était assez compliqué. Et j'ai toujours, bah, de toute façon, les mots avec, je parle beaucoup, mais dans l'aspect sentimental, je suis beaucoup plus dans l'action que dans les mots, pour le coup. Contrairement à ma vie pro où enfin, je parle une tonne, tu vois, et voilà, ma copine va me dire de fermer ma bouche. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire les mots, tu vois, des je t'aime, des trucs comme ça. Je sais pas, c'est horrible, hein, mais j'ai l'impression j'y arrive pas, ça sort pas. Donc, vu que je sais que ça, je démontre par les mots. Enfin, par les actes, pardon. Par les actes. Donc voilà, à ce niveau-là. Après, quand j'ai eu, bah donc voilà, comme je te disais, j'ai eu toujours, enfin, très bien vécu. Enfin, financièrement, on était pas riche, on était pas pauvre, on était bien. Enfin, on partait en vacances, etc. Donc on était quand même plutôt parmi les privilégiés que l'autre. Moi, j'ai vécu en quartier, mais il y a les défauts et il y a les trucs positifs. Il y a plein de trucs. C'est une vie particulière avec des codes que tu apprends quand t'es dedans. Et pour le coup, par contre, tu vois, mes parents sont saignés pour que j'aille en collège et lycée privé. Ce que au début je ne comprenais pas parce que tous mes potes ont été en public et moi bah forcément tu veux suivre les potes quoi, donc moi on me dit tu sais tu vas aller dans ce collège de bourgeois et tout, moi c'était pas possible quoi, et en fin de compte ça a été une décision trop bien de mes parents parce que j'ai adoré mes années collège lycée. Ça a été top. Alors collège j'ai eu un gros trou parce que j'étais longtemps à l'hôpital. J'ai été très longtemps à l'hôpital. En gros, pour la faire très courte, quand j'ai eu 12-13 ans, alors les dates, je suis un peu nul, hein, donc c'est à peu près ça, quoi. Quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai fait une fracture de fatigue, parce que je faisais beaucoup de sport et énormément de foot. Là, j'allais partir comment dire, Scola Centre Foot, de en formation, centre de un truc comme formation, ça? voilà, chercher mon mot exactement. J'allais commencer et en fin de compte, l'été, j'ai fait une fracture de fatigue avant. Donc bon, en fracture de fatigue, c'est assez normalement c'est tranquille, hein, tu fais un mois, allez 2 mois grand max de béquille et ça repart. Et sauf qu'en fait, ça s'est infecté. Donc j'ai eu un gros problème à la hanche et la solution pour soigner ça, c'était de faire ce qu'on appelle des tractions. Alors c'est pas des tractions avec les bras comme on l'entend. En gros, tu es allongé sur un lit, on te bande les jambes et on te met des poids aux jambes pour te recaler ta hanche dans l'axe. Donc moi j'avais environ entre 3 et jusqu'à 8 kilos max par jambe, peut-être un peu moins, peut-être 3 et 7, je sais plus exactement, mais dans l'idée c'est ça. Et je suis resté un peu plus d'1 an alité comme ça. Alors ma mère s'est démenée de malade pour que, donc j'ai fait 6 mois à l'hôpital et après j'ai fait le reste chez moi. Ma mère s'est démenée pour avoir un lit d'hôpital à la maison, qu'il y ait les kinés qui viennent, etc. Enfin franchement, voilà, merci maman pour ça. Mais j'avais mal de fou parce que quand j'avais la jambe tendue, en fait j'avais mal. C'est un peu une torture, hein, c'est comme de l'écartèlement. Et le truc c'est que j'avais la jambe tendue tout le temps, donc c'était très dur. Et j'étais sous morphine beaucoup. Donc là, comment te dire que normalement j'étais censé étudier. Donc là, j'étais en fin de quatrième et c'était toute ma troisième que j'ai passé à l'hôpital. Et j'étais censé étudier, etc. Mais c'était mort. Je n'arrivais pas à étudier, c'était impossible. Je pouvais pas me concentrer plus de 5 minutes. Et les seuls trucs que j'arrivais un peu à faire, c'était les jeux vidéo. C'était un peu ça. Donc j'ai pas mal joué à l'époque à StarCraft. J'ai pas mal joué à tout ça. Alors c'était le début un peu des jeux en ligne, hein. Il y avait pas trop, donc j'ai pas beaucoup joué en ligne pour le coup, un petit peu, mais très peu. Et voilà, je jouais pas mal à ça et ça a été compliqué quand, quand on a arrêté de faire les tractions, bon, les médecins m'ont dit, en fait, ça, en plus, le truc, c'est que ça n'a pas tant marché que ça. C'est que ma hanche n'est pas vraiment revenue totalement. Et donc là, je faisais des kinés toutes les semaines et j'étais en fauteuil roulant. Donc j'ai une période de fauteuil roulant, environ, je sais pas, 6 mois à peu près. Ça m'a permis de comprendre aussi alors évidemment, moi, je remarche maintenant et j'ai de la chance, mais ça m'a permis de comprendre aussi toutes les galères des handicapés à ce niveau-là, tu vois. Et ça m'a aussi permis de comprendre beaucoup leur mentalité et de beaucoup les vanner derrière et de comprendre qu'en fait, il faut les vanner, tu vois. C'est des gens qui kiffent, ils ont une tonne d'autodérision, ils ont tout ça. Donc, faut pas. En fait, c'est avoir ce truc de pitié, ça marche pas. Et en vérité, ces 6 mois, tu vois, ça a été très dur, mais ça a été très dur, presque, j'ai envie de dire, la première journée. Et après, ça a presque été un peu une délivrance. Parce que la première journée, moi, ça faisait plus d'1 an que j'avais pas marché.
et que j'étais pas sorti de mon lit, tu vois. À part pour qu'on me porte et m'amener aux chiottes, mais à part ça, j'étais pas sorti de mon lit. Quand le médecin est arrivé dans la chambre avec le fauteuil roulant, j'ai vrillé total. Parce que dans ma tête, c'était tu marcheras plus de ta vie. Et moi, bah, je voulais être sportif. Alors, je sais pas, j'aurais peut-être pas du tout réussi en centre de formation. On le saura jamais, tu vois. Mais en tout cas, je voulais être sportif. J'ai toujours été à fond là-dedans. Tu vois, j'étais à fond. Genre, j'avais jamais fumé une seule clope. Bon, à cet âge-là, tu me disais, tu fumes pas trop, mais j'avais des potes qui fumaient déjà à 12 piges. J'étais vraiment très carré, très, très, très focus sur le sport. Et j'ai pété un câble. Et après, derrière, en fait, les jours d'après, je me suis rendu compte, ok, tu vas quand même sortir de ta chambre et tout, etc. Donc voilà, j'ai fait ces 6 mois. Après, je suis passé assez vite en béquille. Donc pareil, j'ai dû garder les béquilles 1 an environ. Et après, derrière, avec les séances de kiné, tout ça, on m'a dit, tu feras plus jamais de sport. Parce que si tu forces ta hanche, elle peut péter et derrière, c'est mort. Enfin, genre, c'est fini. Moi, j'ai dit, ouais, 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 ok, ok, pas de problème. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et moi, dans ma tête, je savais que de toute façon, en fait, je me suis direct, moi, les choses étaient claires, c'était, je vais me péter et alors, si je peux pas faire de sport, en fait, ça sert à quoi que j'essaye pas? Donc, autant essayer. Et puis, si je me pète, ben, j'ai envie de dire, tant pis, j'aurai pas de regrets. Et j'ai rencontré, je te fais toute ma life, hein. Mais c'est trop cool. Et, j'ai rencontré en gros, enfin j'avais un de mes potes de l'époque, Vincent, pas si un jour il tombera là-dessus, on n'aura plus trop de contact, mais je t'embrasse, qui faisait un jeu vidéo qui s'appelle Dance Dance Revolution. Donc c'est un jeu vidéo mais avec un tapis de danse avec des flèches, voilà, au bas gauche droite pour ceux qui connaissent. Je pense que les gens connaissent un peu. Et lui il faisait ça et moi j'étais en mode putain c'est trop cool et ma mère les jeux vidéo j'avais le droit quoi, mais le sport c'était mort. Et là je lui disais bah je vais chez mon pote jouer aux jeux vidéo quoi. Et sauf qu'en fait je le voyais danser et je me dis vas-y je vais essayer. Donc j'essayais un petit peu, etc. Et en essayant, j'ai commencé à prendre du niveau. Et puis voilà, moi je voyais ça marchait quoi. Enfin, je me sentais bien, j'avais pas de douleur, j'avais moins mal au dos limite, j'étais bien. Et j'ai commencé à pousser le truc, pousser le truc, pousser le truc. Et mon pote, au bout d'un moment, il a dit putain, il y a des compètes. Vas-y, bah viens, on chauffe quoi, on y va, on voit ce qui se passe. Et donc on a commencé à faire des compètes de ça. Donc à l'époque, c'était à la Japan Expo. Alors c'était les tout débuts de la Japan Expo. Elle était beaucoup plus petite que maintenant. Maintenant, c'est immense, mais c'était tout petit. Il y avait à Epita aussi, une école à Paris, il y avait des compètes. Et il y a eu une machine, et ça a été le déclic. Il y a eu une machine, comme quoi, des fois, tu sais, les trucs dans la vie, je crois pas trop au destin, mais il y a des hasards bizarres. Il y a eu au cinéma de ma ville, donc à l'époque, j'habitais à Évry. Au cinéma de la ville, il y a eu une machine Le cinéma a acheté une borne d'arcade. Oh, là, on a passé tous nos week-ends là-bas. On passait tous nos week-ends là-bas. Le patron du cinéma, de temps en temps, il nous filait des jetons parce qu'en fait, tout le monde nous regardait danser et c'était cool. Et donc voilà, j'ai saigné ça. On a fait des compètes. Après, j'ai été double champion de France, donc par équipe et solo de ça. Donc tu vois, j'étais vraiment à fond, hein. J'étais vraiment à fond. Ça, il J'apprenais faudrait les que les cours. médecins entendent ça, quoi. Et donc j'ai eu ça, et en renforçant mes jambes et mon dos surtout, parce que c'est important. Ma mère, au bout d'un moment, je lui ai dit, quoi. Parce qu'elle m'a amené les compètes et tout. Et de toute façon, elle a compris comment j'étais. Elle savait que, bah, de toute façon, elle pourrait pas m'interdire ça. C'est pas possible. Donc, voilà, elle s'est fait violence, elle a compris. J'ai même fait démonstrateur de ça à Toys R Us. Tiens, c'est vrai, je me rappelle, j'avais fait des démonstrateurs de ça. Donc, j'étais assez à fond. Et en même temps que ça, enfin, pas en même temps que ça, mais peut-être 1 an après, ouais, quand j'avais 15 ans, 16 ans, 15 ans, je pense. En fait, moi, à l'époque, à Évry et à Nice, à côté, il y avait les Yamakasi. Donc, tu connais, je sais pas si tous les jeunes connaissent, mais David Bell aussi, voilà, qui a fait Banlieue 13, etc. Donc, qui faisaient du parcours. Mais à l'époque, ça, c'était pas du tout connu, quoi. Très peu. Vraiment, eux, c'était la première génération, quoi. Et donc, nous, on voyait ça, et ben forcément, là, moi, je commençais à avoir moins mal, à me sentir bien. Bah, j'ai un ou deux potes qui ont commencé à faire ça. Bah, moi, j'étais pareil. Au début, bah, tu dansais, bah, je l'ai fait. Tu fais ça, bah, je te suis. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc là, je me suis lancé à fond dans le parcours avec eux. Et on a commencé à filmer des petits trucs, mais vraiment, on filmait à l'arrache. Et moi, tous les 2 mois, je crois, tous les 2, 3 mois, je sais plus, j'allais faire un checking chez les médecins à Paris, chez un professeur Pouliken, il s'appelait à l'époque. Et en fait, bah, un jour, je lui ai ramené un DVD, quoi. Enfin, un CD-ROM. On vous Parce avait qu'il me dit de disait, pas trop bouger, voilà, monsieur. il me disait de pas trop bouger, mais il me disait, putain, les séances de kiné, ça se passe bien, c'est bien. Je dis, ouais, je suis sérieux, je fais attention, je fais bien et tout. Et un jour, je lui ai ramené un CD, quoi. Donc, je lui file le CD, et là, sur le CD, je suis en train de faire des saltos, des trucs, des machins. Et là, bah, il est sur le cul, quoi. Et c'est la première fois, la seule fois de ma vie d'ailleurs, où il y a un médecin qui m'a dit, bah, on s'est trompé. Et vous avez bien fait de vous écouter, quoi. Et c'est ça qui. Et en vrai, ça m'a touché de fou qu'ils disent ça parce que moi, je n'en ai pas voulu de s'être trompé. Vraiment zéro. C'est des médecins, ils sont meilleurs que moi, c'est leur domaine. Moi, j'y connais que dalle, tu vois. J'écoute. J'en ai pas du tout voulu. J'avais pas de haine ou de rage. On me dirait, ah putain, j'ai perdu du temps. Vraiment zéro pour le coup. Et par contre, qu'ils me disent qu'il s'est trompé, tu vois, et qu'il l'accepte et qu'il essaye pas de faire une entourloupe derrière, ben moi, ça m'a vraiment touché de fou. Donc voilà, ça a été ça. Et après, je Donc suis là, parti dans le t'avais parcours. quoi?
17 ans, 18 Ouais, ans? j'avais 16 ans à peu près, 16 ans 16 dans ans. ces eaux-là. Et après, j'ai toujours continué le parcours. Et après, quand j'ai passé mon bac, par contre, j'étais interdit de sport. Par contre, je pouvais pas. J'avais ce truc de j'avais pas le droit de faire du sport. Donc au bac, je faisais pas de sport. Mon prof pétait un câble parce que je venais quand même aux séances. Et moi, dans le lycée où j'étais à Évry, là, il y avait un mur d'escalade et tout. Et moi, je montais, je prenais les barres parallèles, je m'éclatais. Il me disait, si tu te blesses, là, je suis mort et tout. Il me disait, t'inquiète, si je me blesse, tu me sors du lycée, tu me mets dehors. Je me serais blessé dehors, il y a pas de galère. Mais voilà, j'ai pas eu de sport quand même au lycée. Et après, je suis parti à la fac. La fac, j'ai pas aimé du tout. Ouais. La fac, ça a pas été pour moi, quoi. Ça a été pas assez de cadre. Tu vois, la fac, pas assez de cadre. Et du coup, là, c'était, je Alors, faisais le en même minimum. temps, de 14 à 16 ans, tu étais un peu alité, en fauteuil roulant, avec des trucs. Tu avais peut-être besoin de vivre aussi. Ça a peut-être été à ce Ouais, et, moment-là. et puis tu vois, j'ai toujours été, alors le collège, moi j'ai toujours été le mec qui en fait le minimum et ça passe. Et tu vois, ça passe, et ça passe par crack, tu vois, j'étais bien. Mais c'est vrai que je me suis toujours pas mal reposé sur mes acquis à l'école, sauf sur les matières où j'aimais ça. Et au final, les matières que j'ai aimées, ça a été plus des profs que j'ai aimés, quoi. Et quand j'avais un bon prof ou une bonne prof, bah là, voilà, je me disais, bah, j'aime ce moment, donc j'ai envie un petit peu tu vois, de rendre à mon prof ce qu'il m'apporte. Et donc là, ça se passait bien. Donc voilà, j'avais aussi un esprit, j'ai toujours eu un esprit un petit peu contestataire. Tu vois, par exemple, au bac, en terminale, toute l'année, j'avais des notes de merde en maths parce que je détestais ma prof et qu'elle m'aimait pas. Et donc, je m'en foutais. Et elle était trop, elle avait un chemin. Tu vois, elle donnait son équation, son problème. Fallait prendre son chemin. Si tu prenais pas son chemin, c'était zéro. Et moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai toujours été à essayer de trouver le petit hack pour simplifier le truc en maths. Et donc, j'avais des notes de merde. Et quand j'ai passé mon bac, j'ai eu 20 et et le premier truc que j'avais envie de faire, j'ai pas eu 20 au bac, hein, j'ai eu 20 en maths, hein, je précise, j'ai eu mention assez bien au bac. Mais en maths, j'ai eu 20 et je lui ai amené la copie, je lui ai montré sous la tête. Tu vois, j'avais ce truc-là. Maintenant, je l'ai moins. Je l'ai moins maintenant, je m'en fous un peu plus. Mais à cette époque, j'étais comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'on Et donc, pourrait ouais, là. dire de toute cette période? Parce que je trouve il y a cette idée contestataire, on pourrait presque dire, envers les médecins qui t'avaient dit de pas trop bouger, Ouais, ouais, envers la ouais. prof de maths, mais peut-être plus globalement, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à un jeune qui serait dans la galère à 16 ans, comme toi, tu as pu l'être physiquement? Qu'est-ce que tu Euh, dirais, toi, aujourd'hui? moi, je pense que dans la vie, et c'est valable pour tout, que ce soit physiquement, machin et tout, je pense que on se connaît mieux que ce qu'on a l'impression déjà de se connaître. Alors ça nous amène à faire des erreurs, mais je pense que quand on est face à des difficultés comme ça, quelles qu'elles soient, que ce soit l'argent, la maladie, peu importe, je pense qu'il faut juste avoir le courage des fois de s'écouter et de pas avoir peur de se planter. Moi, en fait, je savais ce que je risquais, j'étais prêt à l'accepter. Quand j'ai fait du sport, je savais que je pouvais me péter et que je pouvais plus marcher de ma vie. Mais en fait, entre ça et juste un petit peu piétiner toute ma vie et avoir une béquille comme ça, bah moi c'était choisi en fait. J'ai pris ma décision et j'ai accepté les risques. Donc je pense que c'est important quand même de peser un peu les risques et de te dire ok, je les accepte. Je suis prêt à les prendre, je les accepte, je fonce et let's go. Et moi ça a été ça sur pas mal de décisions dans ma vie derrière. Où bah de toute façon t'es dans la merde, tu sais les gens ils seront pas là pour t'aider. Et de toute façon les gens en vrai dans ta vie, dans la vie, il y a peu de gens qui t'aident sans rien attendre en retour. Ça existe évidemment, heureusement, on en connaît, on connaît des gens très bien, mais il y en a quand même peu. Donc le seul qui va t'aider réellement, c'est toi-même quoi. Donc juste moi je dirais écoute-toi, juste écoute-toi et vas-y et pas peur. Voilà. Après ça veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Genre écoute-toi, je sais pas, t'es devant une roulette, tu mets tout sur le rouge, bah, c'est peut-être pas là où faut t'écouter. C'est Mais clair, pour c'est clair. des décisions comme ça, je pense que c'est important. Et moi j'ai été comme ça. Et ça a été et en fait, en vérité, ça a été des années dures pour certaines, mais genre pas non plus malheureuses quoi, au final, parce que j'avais un objectif et je mettais tout pour y aller et je savais aussi ce que je pouvais gagner derrière, tu vois. Genre moi, quand j'ai compris que quand je me mettais à danser, j'allais mieux, bah vas-y, je vais pas m'arrêter en fait. Je vais continuer parce que la récompense, elle est juste énormissime. Et si maintenant, bah, je marche et je fais toujours une tonne de sport, bah, ça vient de cette époque. Et ça, enfin, tu vois, mais ça, c'est plus important que beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, ouais, Ouais, comme quoi, il j'ai faut un peu prendre ce des truc risques. de. Ouais, je pense qu'il faut prendre des risques et pas oublier aussi certaines choses. Tu vois, des fois, ça me revient. Alors, c'est très rare, mais des fois, j'ai un peu de mal à prendre l'ascenseur. Tu vois, je me dis toujours, j'ai tellement de chance de marcher que peut-être prendre l'ascenseur, ça me fait un peu chier, quoi, tu vois. Donc, je te dis pas que je le prends jamais, ça m'arrive évidemment, mais voilà, c'est un petit truc qui vient de cette époque, ouais. Comment tout ce que tu as vécu comme ça dans cette adolescence, en fait, te sert aujourd'hui, alors que tu es multicasquette, entrepreneur? Est-ce que tu fais des liens ou pas du tout? Pas directement. Ça peut m'arriver dans les périodes. En fait, je pense que les moments où tu fais beaucoup de liens et que tu prends beaucoup de recul sur les choses, c'est un peu, et je pense que c'est une erreur aussi,
et je suis dedans. C'est un peu les moments où ça va pas, ou les moments où t'es pas bien. Alors que je pense qu'il faut aussi le faire quand tu vas bien. Mais c'est vrai que les moments où ça va pas, je sais pas, si on parle de poker, tu vois, genre, je suis dans un gros bad run, c'est la galère et tout. Bon, bah, je prends du. Ouais, là, je vais prendre du recul au bout d'un moment, tu vois, t'es le moment de péter un câble, tu prends du recul et tu dis, ok, vas-y, dézoome un peu ta vie là, regarde où t'en es, regarde où t'as été aussi dans ta vie. Bon, il y a quand même pas photo, quoi. Donc, tu vois, ton bad run avec les cartes, enfin, je veux dire, c'est rien en fait. Donc, ouais, dans les moments comme ça m'arrive. Ça m'arrive dans les moments de galère. Dans les moments où ça va bien, pas trop. Après, je pense que ça permet aussi de profiter quand ça va bien, quoi, tu vois. Mais ouais, ouais, je dézoome pas mal. Enfin, tu vois, là, T'as vu le film Aznavour? je l'ai pas vu encore, ouais, je l'ai mis de côté. Je Waouh. l'ai pas vu Ben, encore. franchement, j'invite tout le monde à le regarder. J'ai regardé Ok, il est hier. cool. Extraordinaire. Moi, je connaissais pas Aznavour comme ça. Et le père d'Aznavour lui répétait une phrase, c'était un peu le mantra de la famille. Rappelle-toi d'où on vient et regarde où on est aujourd'hui. Ouais, je pense que ça, c'est très important. Ouais, et c'est un petit peu ce que tu viens de dire quelque part. Je pense que c'est très important et je pense aussi que quand ça va pas, moi tu vois après j'ai eu d'autres galères mais qui ont été financières. J'ai eu d'autres galères et tout financières. Est-ce qu'on peut en Bah parler un peu de ça? Parce que ouais si tu veux, si tu veux. Ouais ouais, ouais, si tu veux. Bah en gros quand j'ai eu mon bac, donc je te dis je suis parti à la fac. Je suis parti à la fac et tout. Bon c'était pas spécialement pour moi etc. Bon je faisais le minimum tu vois j'ai eu ma licence mais moi j'ai fait vraiment je me branlais les nouilles hein, très clairement. Et là bon, en très rapide, un jour, je m'embrouille avec ma mère et c'est un peu le truc de trop. Et elle me dit, bon, bah, tu pars, quoi. Et bon, bah voilà, et un peu esprit contestataire, je pars, ok, je pars, quoi. Donc, je prends mon chien, je me fais un sac, je prends ma caisse et je me casse. Mais je me casse, je sais pas où je me casse, quoi. Moi, j'ai que ma caisse à cette époque et j'ai pas une thune et j'ai rien. Et je travaillais pas, j'ai rien. Donc, bah, je me casse réellement dans ma caisse. Donc, j'ai dormi quelques mois dans ma voiture. Et en fait, à ce moment-là, tu commences un peu à mentir. Parce que t'as honte, très clairement, t'as honte. Et mes potes à l'époque, pourtant, j'ai des. Certains, enfin, c'était mes meilleurs amis, hein, certains qui le sont toujours, et on a été extrêmement proches, tu vois. Et je pense que c'est. Maintenant, je leur parlerai de tout, et j'ai compris, mais à cette époque-là, j'ai eu un peu honte. Donc, tu triches un peu, tu vois, t'essayes de prendre une douche à droite à gauche, t'essayes de dire machin, Et en fin de compte, c'est la mère de mon ex de l'époque qui me voit un jour dans ma caisse et qui me dit, écoute, je le dirai à personne. Par contre, tu viens dormir à la maison, tu viens vivre à la maison. Moi, là, fierté à la con, machin et tout, non. Bon, elle m'a pas laissé le choix. Et merci. Merci, Caro. Et j'ai vécu là-bas. J'ai vécu chez eux pendant quelques mois. Là, j'ai arrêté mes études parce que bah, j'avais pas le choix. J'ai arrêté mes études et j'ai commencé à bosser. Donc, j'ai commencé à bosser au McDo à ce moment-là. Et c'est pile la période où j'ai commencé à connaître le poker. C'est vraiment pile cette période-là où j'ai un pote à moi qui, un jour, je suis chez lui, il y a Canal+, on regarde l'émission, on joue avec des cacahuètes derrière, puis un jour, je sais plus lequel des potes achète une mallette et on commence à jouer. Et donc à ce moment-là, moi, je bosse au McDo, je commence à jouer au poker et tout machin, mais évidemment, je gagne pas d'argent, tu vois, et enfin, on mise même pas de l'argent. Et un jour, j'ai bah, pareil, un des potes du groupe qui dit, putain, tu devrais jouer en ligne. Je pense que t'es bon, t'as toujours été bon dans les jeux de stratégie et tout, vas-y, joue, essaye. Je dis, mec, moi, je mets pas d'argent en ligne, déjà, j'ai pas confiance, et j'ai pas d'argent de toute façon à mettre en ligne. Il me dit, ouais, mais il y a des tournois gratuits, vas-y, joue. Moi, je connaissais pas, même pas le nom, tu vois, Free Roll à l'époque, je ne sais pas. Il me dit, vas-y, essaye. Donc, vas-y, je me mets sur ces petits tournois gratuits, puis je joue, et puis je me prends vraiment au truc, et puis je monte une trentaine, cinquantaine de dollars, je sais plus, je crois que c'est 50 dollars ouais, en quelques mois. Et je commence à partir de ces 50 dollars à jouer. Et en gros, au bout un peu moins d'un an où je bosse au McDo, je commence à gagner à peu près la même chose que ce que je gagne au McDo au poker. Donc à peu près, je me faisais à peu près 800-900 dollars, tu vois, c'était pas énorme. Mais je me dis, ok, là tu joues pas beaucoup et tu bosses au McDo. Enfin, c'est quoi l'objectif? Il n'y en a pas, quoi. J'étais un peu perdu, je savais pas où j'allais. J'étais même pas sûr que. Enfin, moi, je retirais 50 dollars par semaine. C'était juste mon truc. C'était pour me faire un resto, faire un petit cinoche avec ma copine et me payer un petit verre et tout quand je sortais avec mes potes. C'était un peu l'idée. Mais je savais pas où j'allais. Je savais même pas qu'on pouvait vivre du poker. Je connaissais personne dans le poker. J'avais pas de potes qui jouaient dans le C'était poker. quelle année ça, tu te souviens un peu? Ouais, on est 2000. On est à peu près au début du point .fr, donc 2010. On est à peu près 2010. Mais on est même totalement 2010 en fin de compte. Parce que là, je me dis, ok, je vois une formation. Parce que moi, je me dis, je voulais continuer mes études. Enfin, je me dis, avec une licence, je savais pas quoi faire. Et j'imagine même pas être carré dans le poker. Hein. Ça m'était pas traversé par la tête. Donc, je me dis, ok, je vais passer un master. Et je trouve un truc qui m'intéresse, c'est communication marketing sur Internet. C'était le début des réseaux, tout début. Facebook commençait à peine, je crois, en 2010. Enfin, en tout cas, moi, je venais de l'utiliser. Et je me dis, ok. Et il y avait ce master-là qui était en alternance. Bah, je me dis, parfait. Je quitte McDo.
Je me dis, ok, je quitte McDo, je m'inscris à la formation. Donc c'est ce que je fais, je m'inscris à la formation, je trouve une alternance et à côté, je continue à jouer au poker. Donc je me dis, ok, bah, je fais ça pendant un an et c'est cool. Et là, à côté, bah, au niveau du poker, je commence à me structurer, je commence à lire du contenu, je commence à lire des forums, je commence à comprendre, ok, il y a des mecs qui en vivent, putain, comment on en vit, putain, il y a le rackback, c'est quoi le rackback, putain, je m'étais jamais intéressé à ça, puis à l'époque, c'était important le rackback. Donc je m'intéresse un peu à tout, je me structure et je commence à connaître une ou deux personnes, un peu, un ou deux joueurs, quoi. Je commence à parler sur les forums via le club poker à l'époque. Puis après quelques temps, j'ai connu Peanuts, quoi. Et donc là, je me dis, ok, là, il te faut tant d'argent à l'année, ça va te coûter tant d'argent. Donc là, j'ai réussi à me prendre un studio. Donc là, je suis parti de chez la mère de mon ex à l'époque. Je me prends un petit studio et je me dis, ok, mon studio, il me coûte tant à l'année, mes frais, ils me coûtent tant à l'année. En gros, il me faut 10 000 € à l'année pour vivre, tout payer, sans souci. Donc, mon objectif, c'était de mettre 10 000 € de côté, 10 000 € de bankroll, et je me dis, et derrière, je me lance un an dans le poker. Si j'ai mon diplôme, c'était un peu l'idée. Donc, je fais ça, je boucle mon master, et puis je me lance pendant un an. Et en fait, pendant cette période-là, bah, j'ai rencontré Peanuts, avec qui on cherchait du coaching avec des potes, et on a commencé à coacher. Puis au bout de 2-3 heures, il me dit, écoute, j'ai plus trop de trucs à t'apprendre, mais voilà, moi je vais créer une communauté, ça va s'appeler Kill Tilt et tout, est-ce que t'es chaud? Et ça a été le début de Kill Tilt, et ça c'est, voilà, la carrière poker, ça a été un peu ça. Et donc ouais, j'ai eu ce truc-là financièrement. Et en fait, ça m'a aidé. Tu vois, si je regarde en arrière, maintenant, je me dis, OK, regarde ta vie maintenant, regarde ce que tu étais avant. Et pour le coup, ça a été une période pareille, hein. En vrai, ça n'a pas été une période si triste que ça. J'étais dans la grosse galère, mais j'avais des bons potes. On n'avait pas de thunes, mais on faisait quand même des soirées, on se démerdait. On était tellement dans la débrouille de ouf que ça a pas été si triste que ça. Tu vois, c'est pas genre on met les violons et on fait tomber la pluie. Non, c'était dur, mais c'était pas si dur que ça. Et derrière, par contre, ça m'a aussi bloqué dans ma carrière poker parce que j'ai mis énormément de temps et un bankroll management de nit, de mutant pour shoot les limites. Tu vois, j'ai quand même eu des trucs où j'avais quand même ce truc de me dire putain, mais là, t'es en train de jouer un SMIC sur la table et ça a mis du temps avant que je passe au-dessus. Il a fallu beaucoup de rencontres, beaucoup de trucs avant que je passe un petit peu au-dessus. Je l'ai toujours un peu, mais bon, voilà, maintenant je me suis fait violence et je joue des montants plus gros, mais ouais, ça n'a pas été simple ce truc. Si tu as un jeune là qui nous écoute, maintenant qu'on est en Ouais. 2026, parce que toi, c'était une autre époque et tout ça, et qui nous dit, tiens, je vais faire un peu comme Chichi, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? En fait, c'est une époque qui a tellement changé et il y a des questions que je me suis pas du tout posées au début et qui sont venues plus tard et tout, ne serait-ce que la fiscalité, par exemple, tu vois. Je pense qu'il y a plein d'éléments actuels qui changent. La fiscalité, le niveau de jeu, les outils de travail, le contenu. Presque, j'ai envie de dire, c'est pas la même chose. Après, moi, un jeune qui se lance maintenant, qui a vraiment envie de se lancer, je suis. En fait, en soi, je conseillerais pas, mais en soi aussi, je suis personne pour te dire de pas faire ce que tu as envie. Donc, je vais pas te dire ça. Si tu as un jeune qui arrive et qui me dit, moi, je veux faire ça, c'est mon rêve et je veux y aller, je vais lui dire, ok, dans ce cas-là, pose les choses et fais les choses bien. Et qu'est-ce que tu risques aussi? C'est-à-dire que là, tu as ta bankroll, tu vas monter ta bankroll, ça doit être ton seul risque pris, c'est cet argent-là. J'ai pas envie, moi, le mec qui me dit, je vais faire un crédit, je vais me faire prêter de l'argent, je vais faire tout ça, là, par contre, je mets un veto tout de suite. Parce que là, tu risques de te mettre réellement en danger par la suite. Par contre, si là, tu es en NL5, tu vois, et tu me dis, moi, je veux être pro, je vais dire, ok, la route va être longue, la route va être dure. Là, tu vas vraiment tester ta passion. Parce que des gens passionnés, réellement, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y en a qui ont l'illusion de la passion. Parce que quand c'est un jeu, c'est cool. Mais tu le sais très bien, quand ça devient ton métier, c'est plus la même chose. Donc voilà, vas-y. Structure-toi et puis balance les heures. Il va falloir que tu balances les heures. Si tu commences déjà à compter tes heures, moi, j'ai jamais compté mes heures, mais dans tout, même dans la création de contenu. Là, par exemple, Peanuts, alors, il compte pas ses heures, mais Peanuts, il vit un peu avec un. Il a un tracker de vie, tu vois, où il note tout ce qu'il fait, etc. et tout, et ça lui convient et c'est vraiment son truc. Et quand il va faire une tâche, tu vois, il va la timer, il va dire, ok, bah là, j'ai fait tel truc, tant de temps, etc. Moi, j'ai essayé parce que j'aime pas être trop anti-chaud. J'aime bien des fois tester et voir ça me convient, ça me convient pas. Moi, ça me convient pas du tout et ça m'angoisse. Non, ça m'angoisse. Tu vois, et pourtant, on travaille ensemble avec Pinos depuis toujours. On est amis, tu vois. Je peux pas dire qu'on est potes, on est vraiment amis. On travaille ensemble, mais on est tellement opposés dans notre façon de fonctionner que ça, moi, je sais que je peux pas. Je vais partir dans une tâche. Bon, bah, vas-y, je pars dans la tâche, je calcule pas. Et souvent, tu vois, quand on a commencé à gagner un peu d'argent avec Kill Tilt, il me disait, ouais, mais compte tes heures comme ça, on voit derrière. Je dis Simon, je
compterai jamais mes heures. Je te le dis, je compterai pas. Je m'en fous. On fonctionne à la tâche et on se prend pas la tête. Bon, bah, ok, vas-y, on fonctionne comme ça et on se prend pas la tête. Donc, voilà. Mais, Ah, je tu pense vois, j'aurais qu'il pas le faut même discours. vraiment faire avec son Ouais, mode d'emploi personnel. Moi, c'est un concept que j'aime beaucoup, cette idée, ouais. tu vois, qu'on a tous un peu des fonctionnements différents par rapport à d'où on vient, etc. Et qu'un super conseil pour un peut être un très mauvais conseil pour l'autre. Donc, on revient à ce que tu disais au début, apprends à t'écouter, apprends à te faire confiance, apprends à suivre ton intuition. Et aux petits jeunes, de pas faire comme les médecins t'ont dit, surtout pas trop de risques ou je ne sais quoi. Mais par contre, comme toi, tu l'as dit, des risques mesurés, va peut-être bosser au McDo ou je ne sais où, viens pas te brûler avec des crédits ou quoi, et construis des choses. Et là, je rappellerai un conseil que m'a donné un ancien joueur, Lulu Royal, un vieux de la Ouais, vieille, qui a Lulu, été je vois, un ouais. de mes premiers coachs il y a longtemps, qui m'avait dit, il y avait cette question, à quel moment on passe pro en fait? Et j'avais posé une question comme ça. Il m'a dit en fait, à un moment, ça sera évident pour toi. Ouais, ça, je suis Et d'accord. j'adore cette idée-là. Et donc, peut-être de dire aux jeunes, vas-y tranquille au départ. Et à un moment, ça sera évident pour toi. Ça sera le moment un peu comme toi où tu as vu que tu gagnais autant qu'au McDo ou quoi. Ça, je suis totalement d'accord. Pour moi, tu le ressens quand tu l'es. Déjà, en termes de niveau, de confiance, de tout ça, et en termes d'argent aussi. C'est-à-dire que ça, moi, je suis d'accord. Et je vois d'ailleurs les gens qui sont toujours là, avec qui j'ai commencé un peu au début. Et en fin de compte, on s'est assez. Moi, quand je t'ai dit, tu vois, genre, je voulais être pro machin et tout, je commençais déjà à avoir plusieurs mois avec des revenus réguliers. Ça s'est pas fait genre premier mois, je commençais déjà. Et en fin de compte, au début, je calculais Tranquillement. pas cet argent-là. Je calculais pas parce qu'en plus, moi, j'avais toujours ce truc, c'est un peu l'argent sur Internet. Est-ce qu'il est 100% vrai et tout? J'avais même ce doute-là. Donc en fait, j'ai eu ce petit truc un peu, bon, bah, c'est des points, ça se passe bien, je continue. Et puis on verra quoi. Et puis en plus, il y avait eu le Black Friday, tu vois, il y a eu des trucs un peu extérieurs. Donc ouais, très bon conseil de Lulu, c'est vrai. Et par contre aussi, tu vois, là, on parle d'un petit jeune, mais j'aurais pas du tout le même discours avec une personne. Et moi, j'ai ces questions qui viennent souvent de gens qui ont une famille, qui ont déjà construit beaucoup de choses, et là, qui me disent, je veux être pro. Là, j'ai plus le même discours. Parce que là, pour moi, tu n'es plus tout seul dans ton bateau, en fait. Et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, le mec qui me dit, bah voilà, moi, j'ai 40 piges, j'ai deux enfants, j'ai ma femme, voilà, je gagne un peu au poker et tout, et je veux être pro. Ben là, par contre, tu vois, je vais avoir envie de lui poser beaucoup, beaucoup de questions pour essayer d'apprendre à le connaître, essayer de réellement voir les choses. Parce que là, c'est différent. Le jeune, au pire, qu'est-ce qu'il va faire quoi? Allez, imaginons, il fait ça pendant 2 ans, il essaye, il se plante, et il a perdu juste l'argent qu'il avait mis un peu de côté et tout, il a perdu que ça. Franchement, t'as 18, t'as 20 ans, t'as perdu 2 ans, c'est pas grave quoi. Tu décales tes études, tu continues tes études, tu fais machin. Et puis derrière, t'auras, au pire, si t'as pas marché, bah, t'auras des anecdotes à dire. Bah, moi, j'ai essayé d'être pro, bah, ça a pas marché, bah, tant pis, mais au moins, t'auras pas de regrets. En fait, il a rien, il a pas perdu. Pour Yes. moi, il a rien perdu et il a gagné une expérience incroyable. Donc, j'aurais pas, ouais, pas le même discours à Tiens, fonctionner. et à ceux qui ont, on va dire, 40 balais, tu vois, ça sera une métaphore, mais c'est quoi les illusions que tu penses que les gens ont de ce milieu-là, du poker, qui font que peut-être ils vont se lancer en prenant trop de risques parce qu'ils ont une famille ou quoi, ou pilotés par des croyances complètement exagérées, quoi. Donc, pour toi, c'est quoi les illusions qu'ont beaucoup de personnes avec le poker? Bah, je pense qu'on est dans un milieu de paillettes, déjà, qui fonctionne avec les paillettes, avec tout ça. Et que les, que les paillettes, elles sont réservées à une élite, mais on ne se rend même pas compte comment elle est petite. C'est-à-dire, quand je parle de paillettes, c'est-à-dire, moi, avec ma carrière, etc., je suis très fier, je gagne bien ma vie, mais ces paillettes-là, je les touche même pas. Donc, déjà, nous, ça fait partie aussi du discours que j'ai toujours eu et qu'on a toujours tenu avec Kill Tilt, c'est qu'on vend pas du rêve. On n'a jamais vendu du rêve et être pro, ça ne veut pas dire que tu vas être multimillionnaire. Tu peux l'être, tu peux être millionnaire, tu peux très bien vivre, etc. Mais ça ne veut pas dire ça. Et donc déjà, il y a ce truc-là. Ensuite, je pense qu'il faut mettre les gens un petit peu face à la réalité du milieu. Et c'est compliqué, quoi, parce qu'en fin de compte, on va te dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que je vais répondre à un mec qui dit, écoute, moi, bah là, bah, moi, je gagne 2000 balles par mois, j'aime pas mon taf, et je travaille 50 heures par semaine. Ou même le mec qui travaille 35 heures, on s'en fout, il travaille 35 heures, il gagne 2000 balles, et il aime pas son taf. Et quand il joue au poker le soir, il se fait son petit tournoi, sa table de cash game, bah, il aime ce qu'il fait. C'est normal, il joue à un jeu et à côté, il déteste son boulot. Mais moi, je pense que s'il se lance pour les mauvaises raisons et les mauvaises choses, ce qu'il vit dans son boulot et ses 35 heures qu'il subit, en fait, il va juste commencer à les subir au poker. Et là, ça devient horrible parce que le petit truc qui lui a apporté du bonheur pour s'amuser, ben maintenant, ça va lui apporter de la frustration, du mal-être, etc. Et en plus, bah, tu sais, ça peut t'apporter un petit peu un sentiment de honte un peu parce que tu vas écouter des gens sur les réseaux qui vont te dire bah, en fait, le poker, c'est facile, tout le monde peut y arriver, tout le monde machin. Et toi, tu vas dire, putain, mais du coup, je suis nul en plus, je suis un peu une merde, quoi.
Non, mais c'est vrai, tu vois, tu Ben, peux ressentir c'est ça parce que clairement. quand tu regardes Eh, tiens, ben, c'est quoi la vie de toi, Chichi, joueur pro de poker? La vraie vie, justement, pour la vraie casser un vie. peu les illusions. Ouais. Ok, bah moi la vraie vie, et après il y a des trucs cool aussi. Moi déjà, j'ai pas de réveil, donc je me réveille à l'heure que je me réveille, généralement entre 10 h 11 h globalement. Donc je me réveille, bon, je prends mon petit déj tranquille, je me mets sur le PC. Généralement le matin, alors ça va dépendre des périodes, mais je suis un peu sur ce qui va être mail, préparation un peu de la journée aussi. Donc je regarde un peu de mail, pas trop parce que j'ai pas envie de faire des trucs casse-couilles trop longtemps. Donc c'est pas longtemps, genre ça va être 15 minutes, pas plus, parce que si je fais 1 heure de mail, je suis saoulé pour la journée, donc c'est mort. Donc je fais un C'est peu par ça. rapport à Kill Tilt, les mails? Ouais, kill tilt, ouais, principalement les Ok. MP, kill tilt, etc. Un petit peu tout ça. Donc ça va être ça. Là maintenant, bah, on fait challenge kill tilt. Donc généralement derrière, je m'occupe un peu du challenge kill tilt. Donc je réponds à des questions des membres, des trucs comme ça. C'est un peu les tâches comme ça. Parce qu'aussi, moi le matin, ça m'arrive de grinder, mais c'est assez rare. Je suis pas trop, c'est pas trop ma période ce moment-là. Donc ensuite, bah, on arrive entre le midi 14 h. Midi 14 h, donc là, comme je te dis, je préparais ma journée. C'était du coup, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai une vidéo enregistrée, un script à écrire ou des trucs comme ça. Donc si c'est ça, je m'y mets à cette période-là, 14, 12, midi 14, parce que généralement c'est assez creux et tout ça. Donc je vais faire ça. Après, je vais manger. Moi, généralement, je mange vers 15 h à l'espagnol, quoi. Je suis espagnol, hein, donc j'aime bien manger là. Donc écoute, là, je me fais à manger. Moi, j'aime bien me faire à manger, hein, j'aime bien cuisiner. Donc le midi, je cuisine pas pendant 3 heures, mais j'aime bien me faire un petit truc cool. Derrière, là, généralement, c'est plus le moment où travail poker. Donc pareil, Combien c'est d'heures par variable. semaine à peu près? De travail poker, combien de temps par semaine? Ouais. Bah, au final, j'ai envie de dire, pas tant que ça, mais si on cumule toutes les préparations de vidéos, les trucs où je révise et tout machin, ça vient à beaucoup. Donc là, si je parle que de mon travail perso, moi, c'est à Pas de peu près. l'ensemble, parce que quand Ah, tu de fais l'an. du contenu, tu révises, tu travailles, tu vas élaborer des Ça, concepts. c'est un peu dur à quantifier, tu vois. Par exemple, là, actuellement, je fais une vidéo sur les suites connector. Mhm. Bah, j'ai rebossé toutes les ranges d'open, de trucs de suited connector en regardant les micro-limites, en regardant sur les 3 bêtes et tout. Il y a même des trucs où moi je me suis rendu compte, putain, en fait c'était basique, mais bah, t'es un peu. Tu faisais des punts, quoi, tu vois. Donc ça, ouais, je sais pas, le temps de travail par semaine, on va dire, allez, franchement, je pense qu'on arrive assez vite à 1 heure par jour, je dirais. Donc, allez, on va dire 7 heures peut-être, avec toute la préparation du contenu, assez facilement ça. Mais par contre, moi, mon travail perso, on est plus sur des petites tranches. Donc, par exemple, avec Comanche, quand on fait des trucs, ça va pas durer 4 heures parce qu'au bout d'un moment, tu as le cerveau qui chauffe trop, quoi. Donc, franchement, c'est grand max 1 heure en vérité. Et moi, je bosse Surtout avec le beaucoup les cerveau filles. de Comanche, quoi. En plus, déjà, quand il te raconte une main, tu as perdu 30 minutes parce qu'il a oublié tous les suits. Donc, c'est compliqué. Euh, donc non, après, travail du jour, ça va être les fiches Anki. Donc les fiches Anki, je pense que ça représente 10 minutes par jour, tu vois. Mais ça, par contre, c'est tous les jours. Et ça, je suis assez content parce que tu vois, là, je regardais, j'étais à 380 jours d'affilée. Donc je suis assez content, ça, c'est mes trucs. Donc les fiches Anki, ouais, 10-15 minutes. Et en vrai, moi, ça me suffit un peu pour me mettre en route. Et donc on peut dire ça. Je pense que quotidiennement, franchement, je dépasse pas les 30 minutes, hein, Et après, vraiment. combien d'heures de grind? Les heures de grind, on est à, je pense, 2-3 heures à peu près. deux C'est trois heures et relativement soft encore. c'est relativement soft, ouais. Et après, par contre, des fois, je balance de la grosse session. Genre, j'ai Alors, toujours, début tu de vois, mois, par je suis rapport à capable ce de faire mec de la dont grosse on session. parlait, où on va pas lui vendre du rêve, moi, ta journée de grinder pour être pro et peut-être gagner 2000 balles comme ça, moi, ça me vend du rêve, là, ce que tu viens de dire. Ouais, mais alors déjà, pour moi, si tu gagnes 2000 balles, t'es pas pro. Tu vois, pour moi, t'es pas pro du tout. Genre, pour moi, franchement, pour moi, il faut que tu gagnes 4 fois plus que ton salaire en France. 3 fois, c'est le minimum. Parce que déjà, tu as la moitié qui part déjà. Donc, tu l'enlèves, évidemment. Parce que là, je parle des 2000 balles, je parle du gars qui est 2000 balles net, hein. Tu gagnes pas au poker, ça marche pas. Si tu gagnes 4000, ça marche pas, quoi. Donc, il faut gagner plus. Et après, je te dis, ça, c'est un peu la journée classique. Mais au final, tu arrives vite à beaucoup de taf en cumulé parce que là, je te fais la journée idéale, genre vraiment parfaitement, genre je fais telle tâche, je m'arrête, je fais telle tâche, je m'arrête. En vérité, quand tu me connais, c'est pas exactement ça. Parce que des fois, je pars sur une tâche, si elle me fatigue, je pars sur autre chose. Et souvent, quand je fais par exemple du montage ou des trucs comme ça, souvent ce que je fais, c'est que je mets les lobbies en haut de j'ai un écran où je mets tous les lobbies, je fais mes trucs, je regarde un peu les tables, et quand je vois qu'elles sont bien, et bah des fois, donc des fois, tu vois, ça se modifie un peu. Et c'est beaucoup les 15 premiers jours. Les 15 premiers jours du mois sont pas trop pareils que les 15 autres premiers jours. Je gagne beaucoup les 15 premiers jours du mois et très peu, enfin beaucoup moins pour le coup, ouais, les 15 autres jours du mois parce que bah, tu connais les tables, hein, il y a moins d'action et Bien c'est sûr. comme ça. Donc je profite d'avoir d'autres trucs, quoi. Et Mais après, puis, mes journées sont cool en t'as... vérité, hein. En vrai, le soir, je vais voir des Donc, concerts, je vais ça voir des vend du trucs. rêve. Pour l'instant, ça vend du Non, rêve. mais pour l'instant, ça vend du rêve et les journées sont cool. Mais en vérité, par contre, ça s'arrête jamais, hein. C'est-à-dire que tu as cet outil démoniaque
maniaque, tu vois, qui s'appelle le téléphone, tu vois, qui fait qu'en fait, ça s'arrête jamais. Parce qu'en plus, maintenant, tu as la création de contenu, tu as les réseaux. Donc, tous les jours, il faut que je fasse des shorts aussi. Donc là, du coup, bah, tu prends une main, tu dois l'analyser, mais tu l'analyses en 1 minute 30. Donc, en fait, moi, ça me saoule. J'aime pas ça, hein, parce que tu racontes rien en 1 minute 30, tu vois, au poker. Donc, tu Ouais, évidemment. vulgarises tout au max. Il y a ça, il faut répondre aux commentaires sur YouTube au max. Il faut préparer l'émission, la radio, il faut préparer tout ça. Mais après, oui, moi, ça vendra du rêve parce que de toute façon, j'adore ce que je fais. J'aime trop, trop ce que je fais. Donc, ça vend peut-être un peu du rêve. Mais Allez, si on veut justement peut-être éclairer un peu plus le tableau pour qu'il soit réaliste, bah, toi, ça ouais, fait peut-être, je sais pas, 15 ans que tu es dans le milieu aussi. ouais, à peu près, ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu travailles que ça, mais ça fait 15 ans que tu es dedans. Tu vois, un gars qui connaît pas le poker et qui se lance là-dedans, s'il fait que ça ira nulle part, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec cette idée ou pas. Ah non, mais je pense que là, tu fais ça. Ah oui, non, mais là, moi, je fais ça parce que je suis installé et parce que j'ai tout ça. Et Voilà, parce c'est que ça. C'est pour là, ça que là, par exemple, là, quand je te parle de ça, c'est parce que là, mes journées sont beaucoup plus soft sur certains aspects. Parce que, ne serait-ce que si on parle de kill tilt ou de tout ça, mes semaines avant, c'était 80 heures minimum de travail. Parce que, par exemple, maintenant, il y a des trucs qui changent. Je fais plus le montage de mes vidéos. À part les histoires que je raconte, où là, je les fais à 100%, je fais plus le montage. Donc, déjà, le montage, je gagne des heures énormes. Je fais plus les miniatures de mes vidéos. Je gagne un temps énormissime. Au niveau du poker et tout, j'ai mis tous mes process de travail, mes routines de travail, etc. Donc j'ai gagné un temps énorme. La construction de mes vidéos, la préparation, etc. J'ai un peu l'habitude, j'ai un peu mes routines. Bah, tu vois, quand je fais du facecam, avant, pour faire tiens, 20 minutes de facecam, je ouais. enregistrais 4 heures, tu vois. Pour te Donc, replonger juste dans le milieu du poker, parce que tu as ouais, très peu de gens qui vont écouter la vidéo, qui sont des streamers ou tu vois des comptes, mais par bien contre sûr. des Ouais. joueurs de poker en devenir peut-être davantage. Mm. Combien d'heures de poker tu penses aujourd'hui qu'il faut mettre dans tes journées si tu veux te lancer aujourd'hui, tu vois, genre tu as 30 balais, tu as peut-être un métier qui te fait chier, tu as envie de te lancer. Ça serait quoi du coup le conseil que Bah, tu dirais? moi, quand là, je suis en mode. Il y a des moments où je passe en mode full poker, tu vois, les moments plus tranquilles. L'été, par exemple, parce qu'on a beaucoup moins de contenu, etc. Bah là, c'est ce que je te dis, je suis en mode, je compte plus du tout mes heures. Je pense qu'on est à minimum 10 heures par jour, quoi, tout compris, quoi. Bah déjà, parce que là, j'ai envie de jouer, j'ai faim. Tu vois, en fait, le truc, c'est que j'ai cette chance de pouvoir régler mon volume à mes envies. Ça, c'est une énorme chance. Un joueur pro qui fait que ça, il peut pas faire ce que je fais. Parce que moi, j'ai d'autres revenus à côté qui font que j'ai pas de pression, tu vois. J'ai pas cette pression-là. J'ai mes revenus poker, j'ai fait des invests, etc. Donc, j'ai pas cette pression. Et le grind, même si ça me rapporte toujours, et c'est quand même un bon pourcentage de mes revenus, tu vois, sur tous mes revenus, le grind, on est à du 50%, tu vois, à peu près de mes revenus. Peut-être un peu plus, mais ça varie, tu vois. Donc évidemment, je vais pas m'arrêter de grinder, ça reste important et c'est cool et j'aime ça. Et puis j'ai aussi envie de me maintenir à la page, mais j'ai cette chance, tu vois. Donc quand j'ai faim de poker, j'ai faim de poker, tu vois. Et là, je vais te balancer une session, elle va commencer à minuit et termine à 7 heures du matin. Et là, je veux vider les tables. Donc j'ai un peu, j'ai ce truc-là. Mais là, ouais, là tu es sur du 10 heures par jour assez facile. Et en vrai, quand tu débutes, quand tu es jeune, franchement, moi, à l'époque, j'allais me coucher quand j'en pouvais plus de tenir ma souris dans la main. Mais ce qui n'était pas Clairement. spécialement intelligent, hein. Mais moi, à l'époque, le mental, ça n'existait pas. L'hygiène de vie, poker, on n'en parlait même pas. Enfin, c'est juste, je voulais jouer parce que je me disais, ben, tant que je joue, je gagne, etc. Donc, je balançais des heures. En fait, pour moi, si tu comptes tes heures, juste ça, on s'en fout de savoir combien tu balances. Mais si tu commences à me dire, je compte mes heures, t'es à côté de la plaque. Toi qui as une communauté avec Simon, bah, Ouais. c'est quoi les erreurs classiques que tu vois chez beaucoup de joueurs qui se lancent un peu ou qui sont déjà avancés? On va prendre un joueur entre la NL10 peut-être et la NL50. Bah, souvent, ça vient des bases aussi. C'est souvent les bases, elles sont gangrénées par pas mal de problèmes. Je pense qu'on néglige trop les bases. Je pense qu'il y a trop de Base joueurs qui technique? pensent. Ouais, les bases Là, je parle technique pour le coup pour l'instant. Je pense que déjà, on néglige trop les bases. Je pense qu'il y a trop de joueurs. Ils sont là. Bon, le pré-flop, c'est bon, je maîtrise. Le flop, je maîtrise. Mais en fait, le pré-flop, tu le maîtrises pas parce que même les meilleurs joueurs du monde, ils le maîtrisent pas et ils le travaillent constamment. Je pense que déjà, s'il y a une street on doit travailler tout le temps, c'est le pré-flop déjà. Franchement, le pré-flop, faut le travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après le flop. Et limite, j'ai envie de te dire, turn et river, presque c'est le moins important. Parce que l'arbre, il devient plus petit, les décisions, elles sont un poil plus simples au final, donc c'est moins important. Et en fin de compte, moi, bah, je Les parlais fréquences aussi, tout simplement. Tu vois des Ouais, rivers beaucoup moins donc tu feras des Exactement. erreurs même si les pots Exactement. sont plus gros, Pré-flop, quoi. tu joues 100% du temps pré-flop. Il n'y a pas une main qui joue pas de pré-flop, tu vois, ça n'arrive pas C'est déjà. quoi les Donc, erreurs que tu vois sur le préflop chez beaucoup de gens? bah, des ranges d'open mal construits, des ranges de 3 bêtes pas bonnes, des ranges de défense mauvaises, pas l'adaptation au profil. Genre, on n'a pas travaillé les profils. On joue notre range contre n'importe qui. On fait pas attention à la position du fiche à la table. On fait pas spécialement attention à notre position par rapport aux fiches. Et après, il y a d'autres bases qui vont là être des bases plus macro. On a des mauvais. On joue
sur un site, on fait pas spécialement attention. Pourquoi tu joues sur ce site-là plutôt qu'un autre? Parce que tu aimes bien, il est beau, bah c'est bien. On fait pas de table sélection. Tu vois, par exemple, pour moi, un mec qui débuterait, on prend enfin, pas qui débuterait, mais qui se lancerait, on parle de ce fameux profil jeune qui veut se lancer et tout. Bah, pour moi, sa plage horaire, elle est de 24 heures. Analyse là où tu joues ces 24 heures-là avec ton expérience et vois le V qu'il y a sur chaque plage horaire et adapte-toi. T'as pas d'horaire là. Là, t'es jeune, t'es machin, t'as pas d'horaire. Si le mieux pour toi, c'est de grinder de 2 heures à 4 heures, il faut le faire. Et c'est pas forcément le cas. Des fois, ça peut être 10 heures midi, hein. Ça dépend des sites, tu vois. Donc, analyse cette chose-là. C'est beaucoup de V. Sélectionne bien ta table. Et si ta table, elle devient pourrie, bah vas-y, c'est pas grave. Fatigue-toi. Et le joue pas à l'ego. Il y a plein de mecs qui vont te dire, ouais, tu bum hunt. Tu vois, genre, tu bum hunt et tout machin. Mais en fait, ça existe un joueur de cash game qui bum hunt pas dans sa vie. En fait, ça existe. Mais Et en qui fait, gagne de l'argent. ouais, mais il a pas compris le poker. C'est ça. Bum hunter, ça veut pas dire éviter les règles. Et les règles, tu les éviteras pas. Ils seront toujours sur tes tables. Bum hunter, ça veut dire aller chercher les tables avec le plus de V, les créneaux horaires avec le plus de V. C'est ça que ça veut dire. Et il n'y a pas un joueur de cash game au monde. Ton métier, c'est de faire ça. Et même les joueurs de tournoi. Leur métier, c'est de se dire, ok, bah actuellement, par exemple, je sais pas, il y a l'EPT Prague et il y a le WPT au Win à Vegas. Le tournoi le plus soft, il sera où? Le V, il sera où? Bah les mecs, ils vont prendre le V où elle est, quoi. C'est vrai que ça, C'est c'est des basiques, hein. Et ça, c'est des basiques, mais c'est des basiques que tu dois comprendre. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas ça, qui font pas ça. Moi, je vois les questions que les gens me posent. Maintenant, il n'y a pas une question où les mecs mettent pas GTO Wizard dans la phrase à un moment. Et en fait, j'adore GTO Wizard, hein. Je l'utilise une tonnasse, hein. C'est un logiciel incroyable et c'est trop bien. Mais peut-être que quand tu débutes, t'as pas besoin d'aller voir ça, en fait. Parce qu'ils vont me dire, ouais, mais regarde là, GTO Wizard, cet open pré-flop, il fait ça. Ou ce 3 bet, il fait ça. Ok, très très bien. Tu joues contre qui là? Tu joues contre ton joueur récréatif. Tu crois que ça sert à quoi de le 3 bet bluff là? Ça sert à rien, c'est pas parce que Wizard il te dit que ça c'est bien. Le mec il va pas folder hein, son roi dame off dans ce spot, hein. Il va pas folder son dame valet off. Qu'est-ce que tu me 3 bet ton as de off? Ça ne sert à rien. Là j'étais un peu sur du MTT mais on s'en fout. Et je pense que ça a biaisé le cerveau de plein de personnes. Et en vrai ça a fait du bien à l'écosystème aussi, je trouve. Parce que je trouve que ça a fragilisé un peu le field et qu'il y a des nouvelles erreurs qui sont arrivées, qui sont encore plus exploitables que certaines autres erreurs. Donc Ah, ouais, je pense qu'il... tu dis la même chose que What Else? Jérôme qui Ah bah a Jérôme, il est à fond là-dedans, hein, clairement. dans Lui, une il ouvre interview pas de qui solver. disait quand les solvers sont arrivés, le niveau des règles a baissé d'un coup d'un seul en fait. Ouais. Ah, et moi le premier pour le coup, hein. Moi je peux te dire que j'ai utilisé les solvers à l'envers pendant un moment. Je pense pendant un an totalement. L'époque de PioSolver. Ouais, j'étais en mode waouh, c'est incroyable. Et je l'ai utilisé en faisant nimp. Alors ça m'a permis de connaître très bien la théorie. Donc ça m'a pas servi à rien du tout. Ça m'a quand même servi. Mais j'ai commencé à comprendre comment fallait les utiliser beaucoup plus tard. Et à optimiser cette utilisation et à comprendre le node lock et à comprendre qu'en fait on pouvait utiliser un solver contre les récréatifs et tout ça. Donc moi je suis pas aussi comment je pourrais dire extrémiste que Jérôme qui lui dira Jérôme il dira par exemple n'importe qui peut y arriver au poker, tu peux y arriver tout seul, tu peux tout ça. Je pense qu'il est trop biaisé par rapport à son expérience. Je pense qu'il se rend pas compte qu'il a des facilités avec ça et que c'est bien et que ça a fonctionné pour lui. Et ça fonctionne pas avec tout le monde. Et lui, je pense, le connaissant bien, et il dira de toute façon, parce qu'il écoutera ça, j'en suis sûr, dans les commentaires s'il n'est pas d'accord, je pense que lui, il a ce petit côté, un mec qui s'est fait aider, entre guillemets, qui a pris du coaching et tout, il n'est pas aussi méritant qu'un mec qui a réussi tout seul. Moi, je suis totalement contre cette idée. Pour moi, tu y arrives, peu importe le chemin, tu mérites, le mérite est le même en fait. Un mec qui a réussi tout seul, c'est très bien, c'est génial, mais il mérite pas plus qu'un mec qui s'est dit bah moi je vais construire ça, 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 je vais peut-être me faire aider par ça, 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 je vais utiliser tel contenu, je vais apprendre à utiliser des solvers. Non, c'est une approche différente et les deux ont leur mérite et c'est cool. Donc, Ouais, ouais, tout à fait. Il y a bien sûr, on lui fait une bise aussi à Jérôme. ouais, je l'embrasse. C'est quoi justement l'erreur que toi tu as faite dans ta carrière et peut-être voilà qui peut servir un peu tout le monde? Bah, je pense à des moments pas assez me faire confiance et à mettre trop de temps avant de shoot la limite supérieure. Je pense que ça a été mon plus gros défaut. Ça a été d'avoir un BRM beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tight. Alors, qui est bien parce que je peux pas me broke, c'est pas possible. Mais au final, je pense qu'il faut quand même construire des shoots et apprendre à faire ça. J'ai mis du temps. Donc ça, je pense, ça a été mon premier leak, ça a été ça. Le deuxième, c'est que j'ai mis un peu de temps avant de m'entourer. Alors c'était un peu une autre époque, mais j'ai mis un peu de temps à essayer de construire un petit groupe de travail. Voilà, j'ai été beaucoup, beaucoup dans mon coin. Je pense qu'en vérité, des fois, je le suis toujours encore un petit peu.
de bosser un peu dans mon coin, tu vois, de faire mes trucs. Je pense que ça, je pense que c'est un défaut. Ensuite, ça a été d'avoir ce truc sur les solvers, la enfin, pas dernièrement, moi, ça a été, je pense, c'est la période 2017-2018, mais ça a été de me dire, ok, en fait, c'est la solution à tout, et dès que tu fais une main, regarde ça. Maintenant, c'est pas comme ça que fonctionne. Par exemple, maintenant, quand je réponds à une main, je me dis toujours, ok, je réponds à la main avec mes connaissances là, je réponds à ma main. C'est ce que je fais dans le challenge quand je réponds aux mains, par exemple, c'est je réponds, je note tout, ce que je fais, et après, je vais checker. Et je me dis, ok, et si je vois que je suis un peu à l'ouest, me dire, ok, pourquoi tu es à l'ouest? C'était quoi le profil du mec? Fais le truc et tout. Et donc, de le construire un peu en deux étapes, cette façon. Et pas de prendre le solver comme je vais vérifier la vérité. Ce qu'on veut, en fait. Humainement, on veut une réponse. Et au poker, des fois, il n'y a pas de réponse. Il faut accepter qu'il n'y ait pas de réponse et qu'il n'y ait pas une bonne réponse. Donc, voilà, j'essaye d'avoir ce truc-là. Et j'essaye aussi, et je pense que des fois, j'ai ces défauts, mais de me dire, écoute, c'est pas parce que tu as 15 ans d'expérience, que tu bosses beaucoup de jeux et tout, que tu as réponse à tout, tu as le droit de pas savoir en fait. J'ai le droit de pas savoir. Et c'est pas parce que j'apprends à des gens à jouer et à progresser que j'ai pas le droit de pas savoir. Donc d'accepter de pas savoir et que même et qu'un mec qui joue plus bas que toi, il peut savoir avoir cette réponse. C'est pas grave, il faut pas avoir d'ego là-dessus. Je pense que ça c'est important aussi. Ouais. Et par rapport aux invités que tu as eus, donc là, on va passer vraiment à une échelle plus haute, on va dire. Donc, chez des pros, peut-être connus, etc., très compétitifs. Si tu as des anecdotes sur des grosses erreurs qu'ils ont fait et qui leur ont coûté un peu leur carrière, quoi. Enfin, si tu un truc comme ça. Ouais, ouais, il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein. Il y a eu tellement d'approches. J'ai cette chance de côtoyer les meilleurs joueurs du monde au final, hein, que ce soit français ou autre. C'est vrai que moi, tu vois, des fois, ils rayonnent sur moi, hein. Nous, quand on les a à la radio, enfin, je sais pas, t'es là pendant 1 heure et demie, t'as fait de Rolls, tu vois, qui te parle. Bon, bah, vas-y, hein. Je suis une éponge. Vas-y, mon gars, je suis une éponge. Je veux prendre ce que t'as fait, tu vois. Des mecs top, des Français qui ont eu des trajectoires top. Il y en a plein et qui ont des approches des fois qui sont pas forcément les miennes ou des façons de traiter qui sont pas forcément les miennes. Tu vois, je pense par exemple à un mec que je kiffe, Clément Richez, tu vois, qui est très fort, etc. Des fois, il a une façon de traiter le truc qui va être un peu de dire, alors je sais qu'il ne pense pas forcément, de dire, mais voilà, les autres, c'est des merdes, moi, je vais faire mieux qu'eux, je vais travailler plus qu'eux et je vais les démonter. Tu vois, cette approche un peu brutale, un peu guerrière du truc, il est très dans cet esprit-là et tout. Moi, je suis pas trop comme ça. Mais lui, ça fonctionne. Et il l'a prouvé. Et c'est top. Mais il y a eu ce truc-là. Et c'est pas une approche. Alors, il en parlera évidemment mieux. Je suis beaucoup moins proche de Clément que de Jérôme, mais c'est pas une approche qu'il a eue dès le début. Au début, il était plus pampiche, plus festif, tu vois. Moi, quand j'ai rencontré Clem les premières fois, c'était, tu vois, le mec un peu rien à foutre, un peu tout ça, et il a changé son approche. De mecs qui ont totalement changé leur approche un peu comme ça, il y a eu, d'ailleurs, pour le coup, alors c'est pas pour te jeter des fleurs, mais je sais que tu l'as beaucoup aidé. Et j'ai un trou, je l'avais il y a 2 secondes. Merde, c'est horrible. C'est un gros Thomas, délire. Non, François, en MTT, François. François Pirot. François Pirot, exactement. Tu vois, pareil, lui, il était un peu flemmard, un peu tout ça. Putain, mais tu vois, le mec que c'est maintenant, c'est l'opposé du truc. Et je pense que c'est juste à un moment, tu te rends compte que de toute façon, moi je me suis rendu compte de ça, parce qu'à la base, j'ai un truc flemmard et j'ai juste approche. J'ai beaucoup plus, tu vois, le profil François Pirot de j'étais un gros branleur, entre guillemets. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, attends, je suis un gros branleur, mais là, j'ai trouvé un truc, j'aime ça, j'aime machin. Est-ce que mettre des heures là-dedans, finalement, ça va être difficile pour moi? Bah, en fait, non. Si j'aime ce que je fais, non. Donc moi j'ai eu cette approche là. Et on en revient au final à la même chose, hein. C'est trouver, apprendre à te connaître pour mettre les heures là où il faut les mettre, quoi. Exactement. C'est un peu ça. Apprendre à connaître ton mode d'emploi aussi. Parce que Ouais, parfois, je pense que c'est ça. tu vas dans le poker, ouais, c'est mon truc et tout. Puis on te dit, il faut travailler d'une certaine façon et ça résiste beaucoup en toi. Alors que tu as plein d'approches pour apprendre le poker, tu as plein de façons de jouer Mais différentes qui et sont te- toutes plus pareilles. exactement. Et Et teste-les. ouais, Et teste-les. Quand teste-les. tu trouves ta façon de fonctionner à toi, bah là, ça sera beaucoup plus facile que. C'est ça, il faut les tester. Moi, voilà, moi, comme tu disais avant, j'ai la chance de rencontrer tous ces mecs-là, des tops. Bon, voilà, je vais interviewer Adrian Mateos, par exemple. Voilà, t'es un mec, ouais, il est incroyable, il a un mindset de fou et tout. Je l'interview. Forcément, à la sortie de l'interview, je peux te dire Comanche et moi, on est reboostés, hein, on a envie de défoncer le monde. Et on est en mode, ok, mais en fait, derrière, je vais me dire, mais en fait, il y a des trucs que j'ai essayé, hein, de mecs et tout. Et en fait, je me rends compte, ok, mais en fait, c'est pas pour toi cette approche-là. Elle est pas pour toi, t'as pas le même objectif que ce mec-là, t'as pas tout ça. Donc, c'est génial, ça t'a reboosté, ça m'a donné une motivation de malade mental. Ça, c'est trop bien, mais je vais tester cette approche, elle fonctionnera pas. Là, on parle de l'approche guerrière de Clem, par exemple. Bah voilà, ça fonctionne pas forcément. Mais par contre, je pense que c'est bien de s'intéresser à plein de profils
et de te dire, je vais tester ça. Ah, putain, ça fonctionne, je le garde. Ça fonctionne pas vraiment. Pourquoi ça fonctionne pas aussi, hein? C'est pas te dire ça fonctionne pas basiquement, c'est pourquoi aussi ça fonctionne pas. Moi, je sais que la méditation en tant que telle, tu vois, me poser, machin et tout, j'ai essayé, j'y arrive pas, c'est pas trop pour moi. Mais par contre, j'ai compris qu'il y avait d'autres choses qui m'apportaient un peu la même chose. Bon, bah ça, je les ai gardés je les intègre. J'ai ma petite routine, mes petits trucs. Et ça, c'est cool. Et on a cette chance-là parce que le poker, quand tu l'as choisi, tu as tout ton temps qui est dispo, grosse partie pour ça. Donc, tu as le temps de tester, tu vois. Le mec, il va me dire, ah, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. C'est des conneries, c'est pas vrai. Tu as le temps de le faire, tu as le temps de tester, tu as le temps d'essayer, tu as le temps de voir si tu aimes bien. Et il y a des mecs, ils ont une routine totalement différente. Hein, enfin, tu vois, on n'a parlé que de profil là. Depuis tout à l'heure, on parle de plein de mecs. Du François Pirot, du Clément Richesse, du Jérôme, du Joao Vieira, tout ça. Il n'y en a aucun là qui a la même façon de fonctionner. Et tous ces mecs-là, bah, ils sont gagnants au poker, ils sont bien gagnants, et finalement, ils ont réussi. Après, dire réussir au poker, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Il y a plein de façons de réussir. C'est Mais tous un ces long débat mecs-là, philosophique. ouais, mais ils sont Moi, installés, j'en connais ils pas gagnent de mal. l'argent, et tu vois, ils Je sont bons. pense qu'il y a un point commun entre eux, c'est le temps qu'ils mettent dedans. Ah, c'est Dans le sûr, jeu, ils pas de secret. sont des passionnés complets. Et t'en as qui travaillent énormément, d'autres qui jouent énormément, d'autres qui ont des tableaux à remplir, d'autres qui n'ont rien à remplir. J'intègre Thomas Echen, par exemple, dedans aussi. Ouais, Thomas, bien sûr. Et quand tu vois les différents profils, en fait, le point commun entre tous, c'est qu'ils sont des vrais passionnés du jeu et ils pensent beaucoup à ça. Ils jouent énormément, ils Bah, travaillent énormément. C'est les ça, heures, il n'y a, quoi. ça, y a pas de secret. Si tous les profils dont on parle, et tu vois, et nous aussi, etc., ça fait des années qu'on est là. Pour continuer à jouer après tant d'années, quand tu vois que le poker, c'est un jeu qui fait souffrir des fois, c'est vraiment dur, les gens se rendent pas trop compte, mais c'est éprouvant, c'est que tu es passionné, vraiment passionné, et on adore ça. Et si aussi on s'est mis à faire d'autres choses dans ce milieu-là, c'est parce qu'on adore ça et on adore partager. Moi, si je me suis autant investi aussi à côté dans la création de contenu, c'est parce que je me dis, le poker m'a apporté tellement, il m'a littéralement changé ma vie. Et ben, j'ai envie de partager ça. J'ai pas envie de montrer le côté que paillettes et tout. J'ai envie de montrer tout le côté, tout le reste, de dire aux gens, ouais, c'est beau, mais c'est dur. Si tu veux y aller, ce sera dur. Il n'y a pas de route facile. L'argent facile, ça n'existe pas. Et c'est toujours le temps que tu vas mettre. De toute façon, on en revient à ça, c'est que le temps. Tiens, Et ça me permet de faire une petite transition sur ouais, un truc que tu viens de dire. Tu as beaucoup souffert au poker. Donc, on ouais, a entendu ta grande résilience dans ta vie de façon générale, ouais. entre ton épisode, que ce soit sur le fauteuil roulant et tout ça, ou dans ta voiture après. Ça a été quoi ton épisode le plus dur au poker? Ouais, j'ai eu une année qui a été extrêmement difficile. C'était, je sais plus trop, 2014, 2015, enfin, dans ces eaux-là. Ça a été très dur. J'ai eu une année où j'ai été soulevé de malade mental. Et en fin de compte, j'ouvrais, en fait, tu sais, j'ouvrais le soft, je commençais déjà à souffrir. J'avais pas le choix, fallait que je grind. À l'époque, on faisait pas de thunes avec Kill Tilt. En fait, les gens pensent que ça fait, mais Kill Tilt, on gagne de l'argent depuis 5 ans, mais on a fait des années, des années, des années, on gagnait rien ou quasiment rien. En tout cas, c'était impossible d'en vivre. Et par contre, tu vois, là, on mettait des tonnes d'heures, hein, et on gagnait pas de thunes. Donc, il y avait que le poker là, à ce moment-là. Et donc là, j'avais pas le choix. C'était, fallait aller grind. Et là, quand tu sais, putain, je déchatte de déjà, mon mindset était évidemment pas bon parce que j'avais à peine lancé que je pensais que j'allais déchatter. Et en fin de compte, c'était horrible. J'avais l'impression que peu importe, je faisais top 7, j'allais perdre. Je faisais même carré, j'étais en stress. Enfin, j'avais deux as pré-flop, j'étais en mode putain, mais comment ils vont me la mettre? Tu sais, j'anticipais que les mauvais scénarios, j'anticipais que ça. Donc c'était dur. Et au bout de. Donc je fais une année sous levé de fou. Globalement, je perdais à la fin d'année, donc j'avais 500K, je crois, de 500K main. Et je faisais une cave toutes les 1000 mains sur tout ça, quoi. Et j'étais quand même légèrement gagnant. J'étais quand même gagnant. Je perdais pas de l'argent. Et avec le rackback, en vrai, ça allait. Mais juste, je souffrais. Je souffrais et c'était dur. Et je comprenais pas parce que putain, j'avais envie de travailler le jeu. J'aimais quand même le jeu. Je parlais de cartes tout le temps. Et c'est Peanuts qui m'a dit, au bout d'un moment, en fait, il m'a dit juste, je me rappelle, il m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu fais quand tu lances tes sessions et tout machin? Bah, je dis, bah, je lance tes sessions, j'ouvre mon tracker. Et c'est vrai qu'à l'époque, je regardais ma courbe tout le temps. Et en fin de compte, ma courbe a été horrible parce que mon EV, je pouvais pas la rattraper. C'est bon, elle était partie. Il me fallait, j'allais pas la rattraper en une session. C'était impossible, quoi. Et donc, il m'a dit, écoute, vas-y, supprime tout, repars de zéro. Et ouvre pas. Et au début, il m'a pas dit, il m'a dit juste, ouvre pas ton tracker. Enfin, regarde pas tes courbes
avant de jouer. À la limite, regarde après si tu veux, mais regarde pas avant de jouer. De toute façon, ça te sert à rien. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à faire ça. C'est là où j'ai commencé à me dire, ok, bah, je l'ouvre plus. Et puis après, je l'ouvre une fois par semaine. Et puis après, je l'ouvre plus. Alors maintenant, ça a changé parce que bah, maintenant, je tiens un suivi avec un Excel. Donc à la fin de chaque session, vu que j'ai plusieurs rooms aussi, je note un peu tous les résultats par room. Mais bon, maintenant, ça me fait plus grand-chose. J'ai cette habitude. Et bon, bah, si j'ai fait une session très down, bah tant pis, c'est le jeu, c'est pas grave. Mais à l'époque, ça m'a beaucoup aidé de plus regarder, quoi. De plus regarder. Mais ouais, ça m'a fait Ouais. souffrir, hein. Franchement, j'ai pleuré littéralement. J'ai pleuré que 2 fois dans ma vie en jouant au poker. Et la première, ça a été, je me rappelle, je, j'étais en 200, je commençais à, j'étais, j'étais quasi installé en 200, on va dire, et je perds un banal 2 as de roi en bataille de blinde, et c'était la main de trop, et je me rappelle, je ferme tout. J'ai jamais pété de souris ou de truc, je ferme tout, et vraiment, littéralement, je pleure, je suis en mode, mais comment je vais faire pour regagner à ce jeu, quoi. Tu sais, cette question que Et, tout joueur s'est dit. ah, mais clairement, Et l'autre, et ça, c'était au c'est un main truc event, qui arrive. donc ça va. L'autre, c'était quand j'ai bust du main event, donc là, ça va, j'avais le droit. Mais ouais, ouais, c'est difficile. Et quand tu peux pas en Non, parler, c'est compliqué aussi. ouais. En coaching mental, les mecs qui ont pleuré, tu vois, parce qu'ils juste ils sont à bout complet, ils en peuvent plus, ils sont à Ouais, c'est moins dur. 50, moins 100. Et il y a un gars qui était à moins 100, moins 150 caves soulevées, plus plein d'autres choses, levées cachées, etc. Et ça emmène, en fait, il y a plein de choses qui jouent. D'une part, tu as l'impression un peu d'être maudit, d'autre part, Ouais. tu as l'impression de rien contrôler, d'être impuissant. Ça vient jouer sur ton estime de toi parce que tu en vois d'autres qui réussissent et tu dis que tu es trop con. Tu vois sur les réseaux des gens qui perfent et là tu dis bah ça sera jamais pour moi, etc. Et Ah, il y a tout ça ça aussi. t'emmène vraiment dans des grandes difficultés. Donc voilà, pour aussi un peu casser peut-être le côté trop paillette et flamboyant, ça fait aussi partie de la réalité du jeu, que par moment on ne contrôle rien et on vit dans des souffrances qui sont vraiment pas évidentes, quoi. Malgré Ouais, le c'est fait très que difficile. bah, toi, tu as vécu une vie aussi difficile à côté, et malgré ça, bah, ça t'emmène aussi dans des désarrois psychologiques importants, hein. Ouais, ça a été très dur. Alors, bon, évidemment, les épreuves que j'avais eues avant, ça m'a aidé, tu vois, ça te forge forcément un Évidemment, mental, etc. Donc, évidemment. forcément, ça m'a aidé. Mais c'est vrai qu'au poker, je pense qu'il n'y a pas un pro qui s'est pas dit à un moment quand c'était dur. Alors, maintenant, ça a changé un peu parce que les problématiques mentales, etc. Mais avant, mais je vais peut-être plus jamais gagner. Tu sais, genre, je vais peut-être plus jamais gagner, quoi. Clairement, clairement. On se l'est forcément dit et c'est dur. Et si t'as pas un entourage poker avec des potes qui te comprennent un peu, c'est compliqué. Parce que moi, je suis toujours parti du principe que je ne veux jamais que le poker interfère avec ma vie sentimentale, mes amis, etc. à côté. Moi, la plupart de mes potes très proches que je vois au quotidien, ils jouent pas au poker. Ma copine, elle joue pas au poker. Je n'ai pas, quand je souffre aux cartes, eux, ils ne doivent même pas le savoir. C'était ma règle. Donc ça, je me la suis toujours imposée et je l'ai globalement quasiment tout le temps tenu. Ça a été, franchement, globalement, ça, c'est un truc que je suis assez content. Ça impacte pas. Mais quelqu'un qui a pas d'autres mecs poker à côté pour en parler, c'est dur. Et il y a un truc que tu as dit aussi qui a beaucoup évolué. Et là, pour le coup, c'est un truc qui a évolué dans le mauvais sens pour moi au poker, c'est les réseaux. Parce que les réseaux te vendent du rêve. Et toi, quand tu vas pas bien, tu vas ouvrir les réseaux. Et là, tu vas voir un mec, putain, j'ai pris 100K. Putain, il a une courbe, elle est to the moon, quoi. Elle est machin. Et c'est horrible de voir ça. Quand toi, t'es pas bien, c'est horrible. Et ça crée aussi un sentiment. C'est pour ça qu'il y a un peu cette ambiance, des fois un peu de merde sur les réseaux, dans les commentaires, des trucs comme ça. Ça crée un sentiment de jalousie aussi. Et t'as pas envie de ressentir ça. La jalousie, ça te fait vivre un mal-être, t'es pas bien, que ce soit sentimental. Et là, t'es en mode, putain, lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas, et moi, je suis meilleur que lui. C'est pas normal. Déjà, tu sais pas si t'es meilleur que lui, et de toute façon, déjà, on s'en fout, en fait. Te compare pas aux autres. Généralement, les gens qui se comparent, c'est les gens qui sont en dessous, c'est jamais les gens qui sont au top. Les gens qui sont au top, ils se comparent pas. Ils se disent, lui, il est meilleur que moi, pourquoi? Mais ils se disent pas, il est meilleur, ah non, je suis meilleur, C'est super et il est, intéressant ce que tu dis. tu vois, Tu ça sais marche pas, pourquoi? En fait, je pense qu'il y a un besoin de sécurisation qui est c'est sous-jacent à sûr. ça. Et quand tu es au top, en fait, tu as comme sécurisé que toi, bah voilà, tu es hyper compétent, que tu arrives, etc. Et donc, tu n'as plus besoin finalement de te rassurer. Et les gens Hmm. qui sont en dessous regardent partout autour d'eux un peu pour essayer de se rassurer et de se sécuriser. Je pense Ouais, que tu c'est veux, c'est tu veux ça qui ça. se Et, joue. et, et là, c'est marrant parce que tu parles de situation, de sécurité, de confort. C'est tout ce qu'on n'a pas au poker. Au Complet, poker, complet. on est constamment ballotté dans notre zone de confort, très souvent. On n'a pas une vraie sécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des joueurs de poker ont un peu cet esprit entrepreneurial. Un entrepreneur,
il est prêt à se planter et il est prêt à tout risquer pour aller faire son truc. Il croit dans son bébé, il croit dans son idée, il va y aller. Et s'il se plante, bah, il retrouvera une autre idée, il recommencera et puis à un moment, ça passe. Il n'y a pas d'entrepreneur. Nous, on a cette chance aussi à la radio de recevoir plein de grands entrepreneurs. Il n'y en a jamais un qui n'a pas planté une boîte. Franchement, c'est exceptionnel. La plupart, ils ont tous planté des boîtes. Et ils te diront tous, bah, si j'avais pas planté ces boîtes-là, ma boîte-là, elle n'aurait pas marché. Bah, le poker, c'est un peu la même chose. Il y a des shoots qui vont pas réussir, il y a des trucs comme ça. Et moi, j'ai mis du temps, tu vois, à titiller cette zone de confort à des moments. Des fois, je reste beaucoup, beaucoup dedans. Et ça fait partie de mes défauts. Si on parlait des défauts, il y avait ce truc-là. Ça se Mais comprend ça, par rapport à ta vie aussi. Hein. Oui, oui, ça se comprend. Si on Ouais, non, mais ça creuse, se comprend. ça se comprend. Bah, je pense qu'il y a un point qui joue aussi beaucoup, c'est alors là pour le coup c'est pas rester dans un zone de confort, c'est se mettre des bâtons dans les roues, c'est que je suis resté en France. Rester en France pour moi ça t'oblige à être quand même beaucoup plus safe sur plein de points. Parce que t'es pas à l'abri de te choper un bah là tu vois je parlais de contrôle fiscal, t'es déclaré, faut gérer tes boîtes, ça te coûte une tonne, c'est tout machin. C'est tu vois voilà, le jeune qui a envie de mettre tous les risques et tout, bah, écoute vas-y barre-toi de là, barre-toi, va faire ça de ton côté et let's go. Donc ça a un peu joué aussi là-dessus, mais bon là je veux pas non plus me cacher derrière ça, évidemment. Je sais que c'est un de mes défauts. Ouais. Tu as parlé du mindset je sais plus de quel joueur de Wina. C'était pas Joe Vieira, c'était l'autre. Moi, j'ai oublié son nom. Adrien. Ouais, ouais. Et tu as parlé de tes routines, etc. Quelle est pour toi, justement, la place du mindset aujourd'hui dans le poker? Peut-être le poker de haut niveau, peut-être pas le poker, tu vois, au début ou d'ailleurs, est-ce que tu vois une différence entre la place du mindset quand tu es un joueur high stake et la place du mindset quand tu es un joueur middle? Bah, en fait, pour moi, le mindset, c'est devenu un mot aussi qui a été employé à tort à travers. Mais en vérité, oui, le mental est important, quoi qu'il arrive, que tu sois amateur ou pro. Enfin, je veux dire, l'amateur qui veut juste jouer son petit tournoi dans son club tous les week-ends, bah, il a aussi envie de temps en temps faire une perf et tout. Et si le mec il tilt à chaque fois, il n'y arrivera jamais. Donc voilà. Après, le mindset, on est tous un petit peu. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. On n'est pas égaux au niveau du mindset. On n'est pas égaux pour plein de choses. Déjà, bah, il y a un peu, alors là, j'y connais que dalle, mais forcément, de façon génétique, on n'a pas tous la même base. Et il y a des mecs, un mec comme Adrian, il avait déjà un socle quand même, mine de rien, avec moi qui ai étudié un petit peu sa vie pour faire une vidéo. Le mec, tu vois déjà son mental quand il a 17-18 piges et qu'il commence, et ben, il est déjà en mode, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils font ça. Ils font combien de temps pour faire ça? Ils mettent 5 heures. Ben moi, je vais le faire en 6 heures. Il a déjà ce mindset-là, tu vois. Et ça, d'où ça vient chez lui, je sais pas, sûrement de sa vie, peut-être de sa famille, ses expériences et tout, je sais pas. Mais il a déjà cet avantage-là. Donc il y a ça. Ensuite, maintenant, je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut se renseigner sur le mindset, on peut avoir du contenu dessus. Alors, il y a tout, je pense que c'est intéressant de s'y intéresser, il y a de la merde, il y a machin, il y a des trucs qui vont pas te convenir, il y a des mecs qui sont très compétents, mais ce sera pas fait pour toi. Il y a un peu de tout, mais se renseigner, c'est toujours cool, et maintenant, on a tellement accès à l'information bah, que c'est bien de s'y intéresser, quoi, tu vois, d'y penser et essayer d'être objectif avec soi-même. Je pense que ça, c'est dur au niveau du mindset parce qu'on a toujours, on a tous, comment dire, on se surestime tous par rapport à ça. Je pense, autant techniquement, c'est un peu plus simple d'être objectif des fois parce il y a des faits un peu plus. Autant le mindset, on a tous des facilités à se cacher derrière et à penser qu'on est plus fort que les autres. Que ça nous arrivera pas. Et à tous les niveaux dans la vie, hein. Je pense à tous les niveaux dans la vie, que ce soit dans nos relations avec les gens, etc. On pense qu'on est plus fort que les autres, on pense que ça nous touchera pas. Voilà. Et quand je dis on, je me mets dedans évidemment, hein. Je parle pas des autres, enfin je parle de tout le monde. Donc essayer d'être objectif avec soi-même, c'est bien. Et ouais, et Tu travailler bosses un ton peu dessus. mindset, toi? Bah oui et non. Alors, C'est-à-dire que j'ai jamais pris de juste quand coach je dis mental. Ouais, mindset, je vais pas mettre faire attention à ta nourriture, à aller dormir, parce que bon, tout ça fait partie quelque part aussi, hein, ça va de jouer l'hygiène sur de vie, ouais, ton bien sûr. état, mais de façon plus deep, je veux dire, travailler sur tes pensées, sur tes croyances, sur ta gestion émotionnelle. Alors, ma gestion émotionnelle, oui, je l'ai bossé de. Bah, par exemple, tu vois, pour prendre un exemple qui a rien à voir avec le poker, mais le poker m'a un peu amené à ça. Il y a longtemps, j'étais très jaloux. J'étais quelqu'un de très jaloux en couple, jaloux maladif. Mais jaloux maladif qui garde tout à l'intérieur et qui pourrit pas l'autre. C'est-à-dire que, je sais pas, ma meuf, elle allait sortir, ça me bouffait, mais j'allais pas l'appeler 15 000 fois et lui envoyer des messages. Mais vraiment, c'était pas possible, je pouvais pas dormir. C'était horrible. Et en fait, quand j'ai connu le poker, bah voilà, j'étais toujours un peu comme ça, j'étais toujours comme ça, etc. Et là, je me suis rendu compte que bah au poker, quand je m'énervais, ça m'apportait rien, quoi. J'étais là, j'étais quelqu'un de très nerveux. Moi, gamin, j'étais nerveux de fou, je me battais beaucoup, j'ai toujours, j'en voulais un peu au monde entier, quoi. Et,
Et là, au poker, je me suis dit, non, mais tu peux plus t'énerver comme ça, en fait. Tu perds une main, tu gagnes une main, tu perds une main, tu gagnes une main. Tu peux pas t'énerver entre deux coups. Et donc, j'ai eu ce truc-là. Mais là, je n'étais pas du tout sur la jalousie. Et le poker m'a amélioré mon quotidien, a amélioré mon lifestyle. Bah voilà, j'ai eu une vie qui était meilleure. Puis je commençais à plus sortir. Et puis après, bah, je commençais à bouger un petit peu sur les événements poker, etc. Et j'ai toujours ce côté un petit peu jaloux. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, toi, t'es jaloux comme ça. Ta meuf, elle est pas. Ou elle me le fait pas ressentir, en tout cas. Et en fin de compte, toi, tu sors 15 000 fois plus que ta meuf. Moi, je sors beaucoup, je vais à plein de concerts, je vais à plein de trucs. Lequel des deux, entre guillemets, peut être le plus jaloux? C'était pas moi, en fait. C'était elle. Et donc, je me suis dit, mais en fait, tu peux pas. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Alors, je pense que si peut-être j'avais travaillé avec, peut-être si j'avais été voir une psy ou quoi, peut-être j'aurais progressé plus vite. C'est possible, c'est même sûrement le cas. Mais là, j'ai travaillé un peu tout seul sur ce truc-là, tu vois, ce truc de travailler un peu tout seul et tout, c'est un de mes défauts. Mais je l'ai fait petit à petit et maintenant, je suis l'opposé, quoi. Je suis plus du tout jaloux parce qu'en fait, je me rends compte que bah, ma copine, tu vois, ma copine là, bah, elle est. Alors, elle sort, elle fait sa vie, hein, elle kiffe sa life, mais elle est beaucoup moins que moi, elle est assez casanière. Moi, je sors beaucoup, je sors une tonne. En plus, bah, je vais sur les festivals poker, donc je vais partir une semaine, des trucs comme ça. Donc en fait, voilà, moi je suis pas jaloux et elle, pour le coup, non. Et voilà, t'apprends à faire confiance. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit aussi, ok, t'es jaloux, qu'est-ce qui va arriver? T'es pas jaloux, qu'est-ce qui va arriver? Bah, en fait, compte, je pense que il peut arriver la même chose. Et peut-être même que si t'es jaloux, il peut arriver pire parce que des fois, tu pousses peut-être la personne inconsciemment à faire les choses. Bah, c'est Comme moi, clair. j'aime pas qu'on me contrôle. Donc en fin de compte, bon bah écoute, écoute, si il arrive, bah il arrive et tout, c'est pas grave, on passera à autre chose et tu souffriras un moment, mais Tu en fin de lâches compte, tu prise. seras plus heureux à ce moment-là. Donc voilà, Top, top, top. je On suis a là-dessus. bien avancé dans cette interview. On va être Ah, je un t'ai peu dit que je sur la parlais fin. beaucoup. Ouais, mais non, mais j'adore, j'adore. On explore vraiment un peu plein de choses sur toi. Si toi, tu avais une question à me poser, ça serait quoi? Toi, pour le coup, tu vois, je pense que tu es un peu l'intermédiaire si, entre Peanuts et moi, je dirais. Et toi, de toute façon, tu es toujours. Parce que Peanuts a arrêté, par exemple, il est plus joueur pro. Toi, tu l'es toujours. Et justement, toi, là, par exemple, la question que j'aimerais te poser, c'est si demain, tu dois garder une seule casquette Hmm. de ce que tu fais. Donc toi, tu es joueur pro, bah, pareil, tu es coach, bah, tu fais aussi du contenu, tu vois, etc. Quelle est celle que tu gardes et au final, qui serait celle qui t'épanouit le plus? Parce que je pense que ta réponse, ce sera celle qui t'épanouit le plus. Ah, c'est une super question. C'est rigolo, hein. C'est rigolo comme question. Parce que il y a une partie en moi qui a envie de continuer de jouer parce que je m'éclate quand je joue. Mais si tu me demandes laquelle des deux j'arrête, je crois que j'arrête la carrière de pro pour être que coach, en fait. Parce qu'en fait, la contribution que j'apporte à des gens quand tu as des messages où waouh, tu découvres un truc, ça m'emmène ça donne du sens. Et ça, c'est Mm. bien plus profond que la joie que tu vas avoir de own un mec, tu vois, et de prendre une cave en ayant play. Voilà. Si j'avais le choix, ouais, je crois que. Et tu vois, allez, on va dire que si il est 4 heures du matin, qu'on est claqués tous les deux, et que tu me lances sur un sujet de conversation, est-ce que ça va être le poker ou est-ce que ça va être la psychologie? Je pense que ça va être la psychologie qui va faire qu'on va rester à parler jusqu'à 8 heures du matin. Alors que si tu me parles poker au début, ça va être cool, puis à un moment, je vais décrocher. Et ça, je pense que ça parle bien plus finalement de Mm. ce qui est important pour moi, tu vois, en hiérarchie de valeur, hein, pour répondre Ouais, à ta question. ouais, je suis d'accord. Et toi? Je pense que je réponds exactement comme toi, dans le sens où déjà, trouver de la valeur, je pense que moi, ça a été une question que je me suis posée à un moment aussi, quand je faisais que jouer et qu'il y a eu le début de Kill Tilt. En fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur de jouer au poker. Et là, je commençais à gagner beaucoup plus que mes potes. Mais moi, tu vois, un de mes meilleurs potes, il bosse au SAMU. Bah, ok, bah, il gagne beaucoup moins sa vie que moi, mais ce qu'il fait, c'est genre incroyablissime, quoi. Et j'avais un peu ce truc-là. Alors, pour le coup, mes potes et tout, ils sont trop fiers de moi, tu vois, et enfin, je suis trop content, quoi. Et ça m'apporte de malade. Et ma copine aussi, et tout ça, mes proches. Mais moi, j'ai eu un peu ce truc-là, et en fait, ce truc-là, il a été compensé par la création de contenu, ce que tu as dit, en fait. Hmm. Parce que quand tu as un mec qui te dit, tu lui réponds un truc, il dit, ah, franchement, merci, j'ai progressé avec tes trucs, tes vidéos, mais putain, mais je suis tellement content que je me dis, putain, je lui ai apporté un petit truc qui lui a apporté un 0,001% de plus dans sa vie. Putain, bah ouais, je suis fier, quoi. Vraiment, je suis fier. Et ça me touche de fou. Et quand on me le dit, j'aime trop. Et en vrai, c'est ce qui fait qu'on continue aussi. Parce qu'à côté, tu vois, il y a tout ce qui est les haters, machin et tout ça.
Et des fois, ça pique un peu, ça fait un peu mal. Mais au final, le bonheur que tu as quand tu as un mec qui te dit bah, moi, j'ai commencé le poker en voyant tes vidéos. Ah, bah, les premières vidéos que j'ai vues, c'était toi. Machin. Putain, mais quel kiff, tu vois. Il y a peut-être une part d'ego là-dedans, hein, mais putain, mais quel kiff, quoi. Il y a aussi des besoins qui dépassent celui de réalisation de soi, où le poker peut venir nourrir des choses, c'est le besoin de contribution. Et ça, je pense que toi, un peu dans la pyramide des besoins de Maslow, par exemple, quoi, Mm. tu vois ça vraiment tout en haut. Et je pense que une fois que tu as réussi à combler des choses qui étaient importantes pour toi, voir que bah, tu as de la valeur en tant que joueur, tu vois, tu es compétent, tu arrives à réfléchir, etc. Hein, je parle pas de la valeur de l'humain, mais et que tu es un peu satisfait et que tu t'es démontré ça, entre guillemets, tu t'es sécurisé aussi là-dedans, bah là, tu peux commencer un peu plus à t'ouvrir et à donner aux autres. Mais tiens, ça me fait penser à un truc. Commence peut-être par remplir ta tasse et quand elle va déborder, elle va déborder dans la tasse des autres. C'était un truc zen que j'avais vu à l'époque, ça m'a fait penser à ça. Ouais, et puis Alors, moi, je pense que ça nous a apporté tellement de bonheur que tu sais, t'as pas envie de le garder non plus pour toi et à tous les niveaux, tu vois. C'est ouais, comme dans le ouais, sport, tu vois un gamin, il est là, il débute. Ah, il débute pas bien. Vas-y, je sais pas, place ton pied un peu comme ça, place ton truc. Ah, c'est mieux. Et en fait, après, le mec. Et en plus, là où tu es trop content aussi, c'est quand les mecs, ils te dépassent, tu vois. Tu as yes, des mecs, yes. là-dessus, il y a. Enfin, moi, je sais que j'ai zéro ego là-dessus. Et au contraire, il y a des mecs que j'ai coachés au tout début, ils ont explosé de ouf. Et je me dis pas du tout, c'est grâce à moi qu'ils sont là-haut, parce que c'est grâce à eux, très clairement. Mais voilà, je suis content de voir les mecs décoller et ça, je suis. Là, pour le coup, j'ai pas de. Ça, c'est un truc que j'ai pas eu. J'ai jamais eu trop de jalousie sur les résultats poker et tout ça. Non, pas trop, quoi. Ça va. Top. Allez, un petit exercice qui va être dur pour toi puisque tu vas me répondre en un mot. Oh putain. Je savais pas que tu étais aussi bavard que ça. T'es Ouais, plus ça bavard m'étonne, que hein. moi, presque. Bah, je fais de la radio, hein, c'est mon métier. C'est ça, hein. Allez, donc en un mot, Ok. qui a fortement influencé ta vie? Bon. Euh, Mon beau-père. Quel est un moment fort qui a changé ta vie? Euh, euh, un moment fort. Putain, il y en a, hein, mais. Alors, si tu veux m'en dire Euh, deux, tu m'en dis deux, hein. ouais, non, je vais t'en dire un. Je reste dans le thème. Attends. Le. Bah, quand, euh, quand je me suis levé du fauteuil. Allez, pour rester dans la thématique. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Mes potes. J'adore cette réponse. C'est quoi un des meilleurs conseils qu'on t'ait donné? Fais-toi confiance. Et un des pires? C'est pas fait pour toi. Alors si tu disparaissais des réseaux, tu disparaissais, plus personne n'entendrait parler de toi, tu ne peux plus rien faire de visible. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de toi aujourd'hui? Bon, je suis un gentil. C'est quoi le meilleur investissement que tu aies fait? Je suis en train de le faire. Ça compte ou pas? Bah vas-y, dis. D'acheter une maison à ma mère. Waouh. J'adore tes réponses, je te promets. Merci. Merci. J'ai rien écrit. Euh, c'est quoi la croyance que tu as et qui n'est pas partagée par tout le monde? Ok. Qu'on peut être très heureux sans enfant. Si tu pouvais manger avec une ou plusieurs personnes, vivantes ou décédées, il y aurait qui à cette table? Hmm. Une personne? Plusieurs, tu peux en mettre plusieurs. Une petite Ok. table ronde. Alors, là, je vais en dire une, mais il y a un mec que j'adorerais avoir. J'adorerais m'installer sur un canapé et parler toute la nuit avec. Et c'est pas du tout un troll. C'est Jean-Claude Van Damme. Je le trouve incroyable, ce type. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui le pensent très très con. Et je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est un mec qui a une vision du monde particulière, qui a des fois une façon de s'exprimer et tout. Et j'aimerais trop partager un moment. Bon, en vrai, il y en a des tonnes après, il y a plein d'artistes et tout. Mais je sais pas, JCVD, là, c'est le premier qui m'est venu en tête. Donc, ouais, Jean-Claude, pour le coup. Allez, top. S'il y avait un message que tout le monde pourrait lire une fois dans sa vie, et ça serait toi qui écris le message, tu le mettrais quoi? Ouais, soit je te fais une phrase un peu à la con, enfin pas à la con, parce que c'est des phrases vraies, mais tu vois, du genre n'arrêtez Un jamais de truc, rêver. C'est des belles phrases, mais, un mais truc c'est auquel tu pas, crois c'est pas vraiment. moi. Mais Voilà, un truc qui est toi. un truc qui me représente moi, pour le coup, moi, Un truc auquel vraiment tu crois profondément. qu'il n'y a pas. Ouais, ça pour le coup, c'est vraiment pas mal moi. C'est qu'il y aura jamais un âge pour s'arrêter de s'amuser. J'adore cette idée. Allez, la dernière question. Si tu avais une chose à dire au chichi de 8 ans, 12 ans, 14 ans, celui que tu veux, si tu avais une chose à lui dire, ça serait quoi? Ok. Une phrase or achète du Bitcoin, quoi. Euh,
Ça n'existait pas encore à l'époque. Ça n'existait pas, mais j'aurais été précurseur. Et ne le vends Euh, pas aussi, ne le vends pas. Phrase que je me dirais si j'étais gamin. C'est dur en vrai parce que j'ai pas spécialement envie même de changer mes galères que j'ai eues dans la vie en fait. hmm, J'ai un peu, tu vois, moi si j'avais, je change ta question, je sais pas, mais si j'avais ce pouvoir de revenir dans le passé, il y a en fait, il y a des détails, peut-être j'aimerais les changer, des erreurs que j'ai faites ou des trucs dont je suis pas fier, j'aimerais les changer. Mais un peu ce truc de tu sais pas l'impact que ça va avoir derrière. Et en vrai, je sais pas trop, quoi, tu vois. Là, je suis un peu. J'ai pas trop de réponse, mais je pense que c'est plus peut-être. Franchement, là, je sais pas, hein. J'ai pas de réponse sur celle-là en vrai, hein. ok, Franchement, bah écoute, j'ai pas trop. dans le fait, Je sais pas. peut-être accueil et vie, quoi, un Ouais, truc bah, de cet ordre-là. Ouais, non, mais moi, ce serait. Oui, ce serait. Alors, ce serait peut-être que je me serais dit. Soit moins. Peut-être à cet âge-là, soit moins énervé contre le monde, tu vois. Il y a peut-être des trucs. Voilà, soit moins énervé. Accepte la critique, accepte que t'as tort, accepte que. Enfin, tu vois, quand t'es gamin, je pense qu'à cet âge-là, j'acceptais pas trop tout ça, quoi. Donc, peut-être soit un peu plus cool. Ce que j'ai amené plus tard dans ma vie où maintenant je suis un peu plus zen et j'arrive plus à me contrôler. Voilà, soit un peu moins nerveux, c'est pas une mauvaise chose. D'accord. C'est quoi ton actualité aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, tous les jeudis, la plupart du temps, jeudi ou mardi, ça dépend, on change des fois, mais sur Club Poker Radio, donc sur YouTube et en podcast évidemment. Bah, sur la Kill Tilt, allez vous abonner, abonnez-vous à la chaîne là, allez vous abonner à Kill Tilt. J'ai ma chaîne perso aussi, bah, c'est facile à trouver, c'est Chichi, donc sur YouTube, allez-y, les réseaux Chichi Poker. Et écoute, bah là j'ai un gros projet que j'ai commencé là depuis 2 mois de travailler sur une nouvelle masterclass cash Kill Tilt pour les micro-limites puisque bah, celle que j'avais faite, je la trouve toujours très cool. Pour le coup, je suis très très fier, mais il y a beaucoup d'outils qui sont sortis entre temps, donc on va essayer de remettre ça vraiment au goût du jour. Donc là, ouais, là, je suis à fond sur le taf en micro. Là, j'ai la tête dans les solvers et les ranges, on en parlait, et en modifiant un peu en bidouillant un peu tout, parce que ça joue pas très GTO. Hein, je peux te dire qu'en LCM10, ça joue pas très GTO. Ça doit être folklorique de redescendre là-bas. Tu Ouais. dois avoir des trucs, tu dois rigoler. Mais j'adore, en vrai, j'adore Ah, mais ça parce doit que être trop bien. tu comprends aussi comment jouent les joueurs de ces limites-là. Et en fin de compte, il y en a qui se perdent après plus haut. Donc tu as envie aussi de savoir comment ils jouent. Donc voilà. Et puis là, l'actu très clair. Là, je crois que bientôt, on part à Aix-en-Provence pour Wina. Et n'hésitez pas, hein, quand vous me croisez, à venir dire un coucou, à venir machin. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, soyez pas timide. Venez me faire des bisous. C'est cool. Bah, trop bien. Je te remercie énormément. Merci On à a toi. beaucoup parlé, on a pris beaucoup de Ouais, temps au début, il y a des c'est petits clair. problèmes techniques et tu m'as aidé C'est là-dessus. clair. Donc Je c'était. fais une soirée chez moi. Là, mes potes, ils vont arriver dans 30 minutes. Là, je suis en interview. Ouais, T'inquiète. je vais t'abandonner. Je vous remercie à tous. N'hésitez pas encore une fois à commenter. J'ai écouté les commentaires, j'ai essayé de moins faire de comme T'étais j'avais très un bon. petit peu Franchement, trop t'étais bien. en tic de T'étais vraiment bien. langage. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. On est là pour progresser tous ensemble. Donc c'était trop cool. Merci encore à toi, Chichi. J'ai passé un super moment et je te Ouais, souhaite merci plein de moi bonnes aussi. choses pour la suite. Bah, tout pareil. Merci. Ciao tout le monde. Allez, Ciao. à bientôt. Ciao, ciao.